La rencontre va donner lieu à un échange sur finalement le rôle de la philanthropie dans nos démocraties à partir de cet ouvrage de Vincent Hédin que j'évoquais à l'instant. Je pense qu'on peut dire, sans être trompeur, que c'est un ouvrage qui est écrit comme un pamphlet qui vise à asséner, sous la forme d'un procès finalement, d'un réquisitoire contre la philanthropie, contre un certain nombre de dérives associées à la philanthropie. Donc cet ouvrage porte un certain nombre de thèses critiques. Et ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, Vincent, c'est d'ouvrir cette discussion en présentant brièvement, peut-être en une dizaine de minutes ou en un quart d'heure maximum, les quelques thèses les plus importantes de cet ouvrage, de manière à ce que la discussion puisse s'ouvrir. Peut-être d'abord présenter l'ouvrage, les thèses qu'il contient, et ensuite nous aurons l'occasion, après les premiers retours et les premiers échanges avec Axel et Charles, d'ouvrir la discussion à la place et au rôle de la philanthropie en démocratie. Merci pour votre participation. Merci à tous les trois. Vincent, la parole est à vous. Merci à vous pour l'invitation. Je croyais même très sincèrement qu'on serait en présentiel, comme vous disiez, dans le monde d'avant, mais j'avais oublié effectivement les contraintes logistiques. Je vois effectivement que la philanthropie intéresse de plus en plus de monde. J'en profite pour vous présenter mes excuses pour mon retard. C'est à cause de moi qu'on a commencé cette rencontre en retard. C'est précisément lié au thème, c'est parce que j'étais avec les équipes de France 2 cet après-midi qui font quelque chose sur la philanthropie qui sortira en janvier prochain. Donc comme ça, ce sera l'occasion pour vous d'avoir un média de grande écoute qui s'intéresse au sujet. Mais apparemment, c'était compliqué de les faire venir ici pour des raisons, j'imagine, de confidentialité. Alors, vous l'avez dit, Nicolas, ce livre, un pamphlet, alors c'est ce qu'on me dit souvent, et très sincèrement, et je le dis vraiment de façon ingénue, je n'ai absolument pas eu l'impression d'écrire un pamphlet, j'ai eu l'impression d'écrire quelque chose de, je ne vais pas dire de pondéré, mais en tout cas quelque chose de relativement de bon sens, que j'ai écrit pendant le confinement, quand j'étais absolument sidéré par rapport à l'ampleur des dérèglements sociaux et financiers qu'on était en train de vivre, et la solution qui consistait à venir demander des largesses de la part de certains philanthropes. C'est un livre qui a été compliqué à écrire pour moi, contrairement à d'autres. J'ai plutôt une plume relativement facile, mais dans une vie antérieure, j'ai travaillé chez Admical pendant 2 ans. Je m'occupais des événements, j'ai rencontré énormément de mécènes. J'ai écrit un guide pratique de la collecte de fonds avec la directrice de la collecte de Reporters sans frontières, Perrine Dobas, qu'on a réécrit 3 fois, et j'ai sincèrement essayé de croire que le don pouvait être un projet de société salutaire. Je suis moi-même donateur, alors je ne dirais pas pour qui, mais je suis moi-même donateur parce que j'estime que parfois le travail des associations il est absolument salutaire, remarquable, et qu'ils interviennent dans des interstices où l'État n'est peut-être pas aussi efficient. Et enfin, j'ai été administrateur de plusieurs grosses ONG, et puis j'ai été moi-même bénévole. Donc au fond, c'est un écosystème que je connais bien, et je vois bien aujourd'hui comment on arrive, à mon sens, à un point de bascule. Soit on bascule dans un monde beaucoup plus anglo-saxon où on estime qu'effectivement, il n'y a pas d'essor possible de ce tiers secteur sans l'aide de grands philanthropes qui les aident. Soit on décide effectivement qu'il faut aider l'ensemble de ces porteurs de projets, mais que ces financements doivent être publics en allant prélever l'argent là où il est. Parce que le point de départ quand la charité se fout de l'hôpital, qui donc là pour le coup est un titre relativement pamphlétaire, c'est de dire qu'il faut arrêter de se moquer du monde quand on dit que l'État ne peut pas tout. Et en fait, ce que j'ai juste voulu constater, c'est que ça fait 40 ans qu'il y a la construction d'un discours autour de l'État ne peut pas tout, par ceux-là même, et je n'accuse personne à dominer, mais certainement pas certains visages que je connais, avec qui d'ailleurs j'ai déjà eu l'occasion de faire un webinaire très sympathique. Je pense à vous, Tessa, c'était très sympa. Mais au fond, il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui organisent sciemment le dénuement de la puissance publique en organisant la paupérisation de nos comptes, en demandant à défiscaliser, en faisant du trickle-down dont on voit qu'il ne marche pas. Et donc, moi, au bout d'un moment, si vous voulez, quand on me dit que les problèmes sociaux sont de plus en plus importants et que ceux qui ont été le meilleur pour faire de l'argent vont être les meilleurs pour faire le bien, pour reprendre la formule de l'ethnologue Marc Abélès dans l'ethnologue dans la Silicon Valley,
je trouve ça insupportable. Et donc, voilà, j'ai couché sur le papier un certain nombre de thèses. Après vous avoir dit que je ne pensais pas que le don était mal en soi, en revanche, est-ce que la philanthropie, c'est un projet de société? Et là, je ne crois pas. En premier lieu, parce que ce n'est pas démocratique. C'est pas démocratique. On voit en ce moment, il y a énormément de grands philanthropes qui investissent la question du climat, du dérèglement climatique et de la santé. Mais vous verrez bien que dans la question de la santé, les philanthropes, ils interviennent sur des pathologies qu'ils connaissent mieux à titre personnel. Et on se dit, mais pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? Pourquoi est-ce que l'un des deux fondateurs de Google, qui est atteint d'une maladie orpheline, décide de mettre de l'argent là-dessus et considérer que c'est de la philanthropie? Non, au fond, il est en train de se guérir de sa maladie, et tant mieux pour lui, mais il ne peut pas considérer que les fonds qui soient investis dans cette recherche devraient être à 100% défiscalisés, comme c'est le cas aux États-Unis. Et sur le climat, de la même manière, c'est des débats qu'il faut qu'on ait de manière très démocratique. On l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat, tout le monde est intéressé par ces enjeux, tout le monde a des avis, et il y a différents modus operandi qui peuvent être proposés. Et donc, je ne vois pas au nom de quoi Bill Gates, Jeff Bezos quitterait la tête de son entreprise pour nous expliquer comment sauver le climat. Ça, c'est le premier point, c'est que ce n'est pas démocratique. Deuxième point, en réalité, moi, je pense que ceux qui se présentent aujourd'hui comme des grands philanthropes seraient infiniment plus efficaces pour réduire les problèmes sociaux s'ils commençaient par bien faire au sein de leurs organisations, au sein de leurs entreprises. Si on reste sur le climat, la personne qui a la pire empreinte carbone au monde et de très loin, c'est Jeff Bezos. Il a créé des entrepôts qui étaient superfétatoires, avec des livraisons inutiles, avec beaucoup de cartons qui ne servent à rien. Je passerai sur les conditions sociales qui sont dans ces entrepôts, parce que là, on est sur un autre problème, mais ne serait-ce que sur l'environnemental, c'est déjà très, très lourd. En plus, dans des conditions dramatiques, puisque désormais, vous avez plus de chances de mourir dans l'exercice de vos fonctions si vous êtes livreur Amazon que si vous êtes policier aux États-Unis. Donc, vous voyez quand même un peu cette espèce de... Les ordres de grandeur sont complètement fous. Et maintenant, ils se lancent dans le tourisme spatial, dont on sait qu'un seul vol habité équivaut à la consommation annuelle de 50 000 habitants. Donc, si Jeff Bezos, sincèrement, a envie de s'engager pour le climat via sa fondation, il suffit de fermer Amazon, il réduira infiniment plus l'empreinte carbone que par toutes ses autres actions. Et malheureusement, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, parce que vous allez me dire, vous ne prenez que les exemples américains, c'est que parce que malheureusement, nous nous américanisons et nous attendons de plus en plus le salut par des grands philanthropes. Et là aussi, je constate que le compte n'y est pas et que ce soit les grandes entreprises mécènes ou un certain nombre de grands patrons, s'ils décident, comme ils le disent souvent, de vouloir contribuer davantage au bien public et aider leur pays, il ferait mieux de payer leurs impôts et de ne pas organiser sciemment une fraude fiscale qui atteint des montants qu'on n'a jamais vus dans l'histoire récente. Et ça n'est pas abordé collectivement. La semaine dernière, il y avait un papier du Monde sur les Comics Files qui montre quand même que la France a perdu 33 milliards d'euros de fraude fiscale, 33 milliards à cause de l'action de 4 banques complices, BNP, Société Générale, Crédit Agricole et il m'en manque une. Bon, c'est évidemment beaucoup plus que le montant de l'ensemble du mécénat et de la philanthropie en France. Donc comment est-ce que derrière ces mêmes entreprises peuvent se revendiquer citoyennes quand elles ont ces pratiques? Vous voyez, donc moi, c'est ça mon point de départ, c'est de dire c'est pas démocratique, il ferait mieux de balayer devant leur porte avant de parler. Il y a très peu de gens qui peuvent se revendiquer d'être vraiment des entreprises si citoyennes qu'elles peuvent se permettre en plus d'être mécènes. Et je constate à contrario que les entreprises qui font le mieux possible n'ont pas de fondation. Vous n'avez pas de fondation Veja, vous n'avez pas de fondation C'est qui le patron, vous n'avez pas de fondation 1083. En revanche, vous avez une fondation Bayer Monsanto, vous avez une fondation Total. Et donc, en fait, moi, il me paraissait assez clair qu'on devait au moins avoir le débat sur la place publique. Je ne demande pas à fermer toutes les entreprises, hein, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'elles payent leur juste contribution et si après avoir produit dans des conditions éthiques, sociales dignes, soucieuses des normes environnementales, il leur reste un petit surplus et qu'elles ont envie de le donner, mais tant mieux. Enfin, je n'ai rien contre le don. Voilà en gros mes prises de départ, mes prises de position initiales. Okay. Alors, sur ces, il y a 2 points, donc dimension non démocratique et dimension, on va dire, superfétatoire de la bonne conscience que les entreprises peuvent se donner avec le don. Alors, sur ces 2 aspects, Charles, est-ce que vous voulez apporter un élément de discussion ou de réponse? Alors, merci Nicolas, merci Vincent.
moi, je n'avais pas tellement envie de réagir sur ces deux points en particulier, peut-être plus tard dans la discussion. J'avais envie d'introduire le propos avec trois remarques liminaires. La première remarque, c'est, moi, je suis très heureux d'être là ce soir parce que je pense que cette discussion, elle est le signe d'une vitalité de notre démocratie. Je pense qu'il est bon et sain de se réunir pour discuter, surtout quand on a des points de divergence, en bonne intelligence, pour produire du sens ensemble, et en particulier sur un sujet qui est sensible et sur lequel je crois qu'il faut apporter de la nuance et il faut savoir discerner ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, et je pense que la discussion ce soir va permettre de clarifier certains éléments. Je précise aussi que recenser un ouvrage ne vaut pas adhésion pleine et entière à toutes les idées qu'il contient. Donc, petit propos liminaire, mais je crois qu'il était nécessaire que ce débat, cet ouvrage soit mis en discussion avec des gens du secteur, et on pourra aborder aussi certains angles morts, certaines limites de l'ouvrage. Je pense notamment au fait que peut-être Vincent aurait un peu pu davantage insister sur ce qui se fait de bien dans le secteur philanthropique et sur toutes ces initiatives qui sont positives, discrètes, sincères et désintéressées, qu'on aurait pu davantage mettre en avant pour ne pas donner l'impression qu'il n'y a que les acteurs que tu pointes du doigt, Vincent. Deuxième point liminaire, je pense que cet ouvrage a déjà fait beaucoup de bruit dans notre secteur, il a déjà fait couler beaucoup d'encre digitale sur les réseaux sociaux, mais il n'est pas sûr que tous les commentateurs, moi j'ai regardé un petit peu les commentaires qui se faisaient, tous ne l'ont pas lu, on s'est beaucoup arrêté au titre de l'ouvrage, et c'est pour ça que j'ai pris le risque de le recenser, parce que je me suis dit qu'il fallait quand même oser le lire, et puis se positionner, répondre point par point, dire ce sur quoi on est d'accord, dire ce sur quoi on est moins d'accord. Et pour résumer mon point de vue global sur l'ouvrage, je pense qu'en fait l'ouvrage ne traite pas de la philanthropie en tant que telle, en tout cas ne met pas en cause la philanthropie ou le secteur philanthropique. Je pense que l'ouvrage met en cause les tentatives de récupération ou de détournement de la philanthropie. C'est un sujet un peu différent. Il faut garder ça en tête quand on va discuter des points sur lesquels on peut être en désaccord. Et puis, troisième sujet, au risque de surprendre, moi j'interprète l'existence de cet ouvrage plutôt comme un signe positif, parce que c'est pour moi le signe d'une véritable maturité du secteur philanthropique en France, le fait qu'on puisse avoir ce type d'ouvrage qui sort, qu'on puisse en discuter et montrer qu'on n'est pas d'accord ou qu'on est d'accord sur certains points. C'est le signe qu'aujourd'hui, le paysage philanthropique a acquis une notoriété, une légitimité, et qu'il est peut-être prêt à entendre certaines critiques, à répondre à ces critiques et à se positionner publiquement, se frotter un peu à l'opinion publique après une phase où il a vécu dans une relative discrétion. Et donc, on est là ce soir pour discuter de ça. Merci beaucoup, Charles. Axel, est-ce que vous voulez réagir aux deux arguments qu'a mis en avant Vincent dans sa présentation? Alors, il y a beaucoup de choses à dire, donc je ne sais pas si je vais réussir à tout couvrir. Peut-être le premier point sur la question de la démocratie, parce que c'est le premier point que vous levez. Vous pointez ce sujet très clairement pour moi en référence au modèle américain, où effectivement, dans les fondations américaines, un fondateur peut décider seul d'adresser un ou plusieurs sujets, et très souvent, compte tenu de la structure de la philanthropie américaine, mais aussi de sa place, on va dire, dans la culture de la société américaine, pour des montants qui sont parfois gigantesques. Pour moi, la question ne se pose absolument pas dans ces termes-là en France, pour deux raisons. La première, c'est que la place en termes de montant financier consacré n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. C'est déjà la première chose. Et la deuxième, sur la question de la démocratie, alors ça se traduit dans le secteur des fondations par le point de la collégialité, en fait. Hein. C'est-à-dire que, en fait, la question que vous posez, c'est en quoi une personne, un individu, est-il légitime à aller prendre en charge des questions d'intérêt général. Mais en France, les statuts des fondations d'utilité publique obligent à une collégialité de la gouvernance, et toutes les fondations sont organisées avec
des comités experts, en tout cas c'est le modèle de la Fondation de France et de beaucoup de fondations, avec des comités d'experts bénévoles qui justement vont venir guider et éclairer le conseil d'administration dans les choix. Donc pour moi, la question de la démocratie, elle ne se pose pas du tout en ces termes-là, parce que quand la Fondation de France décide, son conseil d'administration décide de monter un programme sur les prisons, et en l'espèce la réduction du taux de récidive dans notre pays, il commence par s'appuyer sur un comité d'experts qui sont toutes des personnes parties prenantes des questions de réinsertion des longues peines, fait une proposition, construit une stratégie, l'emmène au conseil d'administration qui valide ou non ce choix, et ensuite il y a tout un processus que vous connaissez sûrement, que vous connaissez bien le secteur, pour décider des projets, de la manière d'avancer. Donc pour moi, la question de la collégialité, elle ne se pose pas du tout de la même manière. Vous pointez le fait également de dire, mais en quoi tel philanthrope est-il légitime à décider de s'occuper de telle ou telle maladie? Et là, pour le coup, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que quand on parle de générosité privée, qu'elle se traduise à travers un don vers une association ou la création d'une fondation sur tel ou tel sujet, c'est finalement le choix d'une personne qui dit « moi, à titre privé, je veux m'engager pour les autres ». Quand vous choisissez l'association que vous ne voulez pas citer pour faire vos dons, vous faites bien ce choix-là aussi. C'est-à-dire que pour moi, ça procède vraiment de l'idée de dire que au-delà des impôts que nous payons, certaines personnes, il faut plus de 5 millions de foyers fiscaux en France, hein, ce n'est pas non plus la totalité des foyers fiscaux, font le choix de s'engager à titre privé pour l'intérêt général à travers une association ou une fondation. Et dans la mesure où ensuite l'association, vous l'avez choisie parce que vous savez qu'elle mène des bons projets, ce que font aussi les philanthropes à travers leur fondation, et donc je ne vois pas en quoi finalement c'est critiquable. Voilà, c'est vraiment l'intention philanthropique. Et franchement, je ne vois pas où est le point. Sur la question, parlait beaucoup notamment des entreprises et de leur engagement philanthropique. Là encore, alors vous vous en défendez, mais malgré tout, vos références sont quand même beaucoup les modèles américains. Vous dites nous nous américanisons, moi je ne trouve pas du tout. C'est-à-dire qu'à la Fondation de France, on a tous les jours des gens qui viennent s'engager pour créer des fondations abritées, très souvent des entrepreneurs, des gens qui ont bâti, construit des sociétés et qui s'engagent, et ce n'est pas du tout pour se déculpabiliser, que je ne sais plus le terme que vous avez utilisé. Vous dites s'ils font bien leur business, ils ne font pas de fondation. C'est pas vrai. Léa Nature, c'est une société qui est plutôt, je crois, vertueuse. Bon, son fondateur a créé une fondation inventée à la Fondation de France il y a une dizaine d'années. Des gens comme Louis de Miel, les gens comme François Le Marchand aussi, Nature et Découverte, qui ne sont pas des gens, je pense, qui sont très critiquables sur leur manière d'opérer le business, sont des gens qui sont également engagés à titre personnel. Et donc, encore une fois, je trouve que le prisme américain, pour moi, n'est pas du tout le bon prisme de lecture pour la philanthropie dans notre pays, parce qu'en plus, fondamentalement, les systèmes de présence, l'organisation, j'allais dire, politique de nos sociétés, au sens premier du terme, la vie dans la cité, le poids de l'État, vous savez aussi bien que moi, aux États-Unis et en France n'est pas le même. Et en France, la philanthropie ne prétend pas du tout venir remplacer l'État ou mieux faire que l'État. C'est pas ça que fait la philanthropie. La philanthropie, elle dit une chose, elle dit nous travaillons, nous, en complémentarité de l'action publique, et en revanche, nous avons cette capacité à innover, à expérimenter des solutions à petite échelle pour qu'ensuite elles puissent être reprises par la finance publique à plus grande échelle. Et c'est vraiment comme ça que marche la philanthropie. Enfin, des exemples, il y en a un certain nombre, mais il va peut-être falloir que je m'arrête. Donc, j'en prends juste un. Si vous prenez l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, comment ça part? C'est ATD Carmonde qui a cette idée justement d'essayer d'imaginer une nouvelle solution pour les chômeurs de longue durée.
mais il faut expérimenter la solution. Que fait ATD Quart Monde? Elle se tourne vers les fondations, dont la Fondation de France, en 2013, en disant « Est-ce que vous voulez bien nous aider? On voudrait expérimenter. » Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On fait le travail de plaidoyer. ATD Quart Monde fait ce travail de plaidoyer. Il y a un premier texte de loi en 2016 avec les 10 territoires, puis 2020, les 100 territoires. Et idem sur les soins palliatifs portés pendant 25 ans par la Fondation de France. Si vous prenez Unicité aussi, ça n'est comment Unicité? C'est, j'allais dire, l'ancêtre du service civique. Unicité, ça part d'une démarche associative. Je n'ai pas cité le pays des associations. Et comment démarre Unicité? Elle va voir un certain nombre de fondations. Elle dit, est-ce que vous voulez bien m'aider à monter mon projet? Et ensuite, ça grandit et ça finit par faire aujourd'hui le service civique. Donc, je crois que fondamentalement, la philanthropie dans notre pays, elle trouve sa place vraiment en complémentarité de l'action publique. Et je pense qu'au contraire, quand vous dites au moment du confinement, l'État demande des largesses, en fait, moi, je n'ai pas du tout la même lecture que la vôtre, parce qu'en fait, ce que nous avons vécu, nous, au moment du confinement, au mois de mars 2020, nous sommes dit il faut que la Fondation de France se mobilise. Alors, je ne refais pas toute l'histoire de toutes les mobilisations qu'on a faites, ce n'est pas le sujet du jour, mais en revanche, nous avons été extraordinairement heureux de la mobilisation, tant des particuliers à travers des dons que des entreprises. Il y a eu plus de 400 entreprises qui se sont mobilisées au moment du confinement. Et elles ne cherchaient pas à se déculpabiliser. Enfin, je crois que ce serait vraiment leur faire du procès d'intention, et elles n'ont fait aucune communication. Et elles étaient là, elles étaient présentes. Enfin, moi, j'ai une lecture, au contraire, assez enthousiasmante sur ce plan-là de ce qui s'est passé pendant le confinement, par exemple. Je trouve sur le sentiment qu'ont les acteurs particuliers et entreprises de la nécessité aujourd'hui de contribuer à notre société et à l'intérêt général. Merci beaucoup. Vincent, avant de vous demander de répondre, il y a deux choses que je voudrais relever dans les interventions de Charles et d'Axel, et vous demander de réagir ou de vous positionner. Parce que Charles, d'abord, a dit quelque chose qui me semble très, très important, et c'est peut-être là une différence dans la temporalité ou dans le séquençage entre la longue, prestigieuse et, comme l'a dit Axel, immense histoire de la philanthropie américaine, et l'histoire, en tout cas des dernières décennies, de la philanthropie en France. C'est que la critique, votre critique, pas seulement, il y en a eu d'autres avant, et elles ont été aussi très, très fortes, elles ont eu beaucoup d'écho. La critique intervient plutôt dans le processus d'institutionnalisation, de visibilité. On a l'impression que la philanthropie se développe et que, comme son nombre, il y a une critique publique très forte qui lui est adressée. Alors, c'est un signe de maturité, c'est un signe aussi peut-être de l'attachement plus grand des Français à une culture de l'anonymat, du don, ou en tout cas d'un intérêt général qui serait moins personnalisé. Donc ça, c'est peut-être Comment vous voyez cette coexistence de l'émergence de la philanthropie et de sa critique? Parce que c'est un signe de maturité, c'est aussi un signe, finalement, de la tension qui entoure ces pratiques, et donc le fait que des connaisseurs ou des praticiens du système à un moment donné portent une parole forte contre ce secteur est aussi un signe. Et donc voilà, est-ce que finalement cette maturité et le fait que la philanthropie coexiste, y compris chez vous, avec sa critique, c'est une manière de séparer le bon grain de l'ivraie, ou d'arriver à dire, en fait, il y a réellement presque par le principe même quelque chose qui est contraire à l'exercice démocratique. Voilà, peut-être juste vous demander de réagir là-dessus, et après on viendra sur les autres aspects. Non, même moi j'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes et je suis ravi de répondre. Non, mais en fait, pour être parfaitement transparent, important la transparence sur ces questions de philanthropie. Moi, je suis franco-américain, et d'ailleurs, mon arrière-grand-père a légué toute sa fortune à une université israélienne, puisqu'il était à moitié illettré, donc ça me faisait fantasmer l'idée qu'il y a un département d'études européennes qui porte son nom. Donc il a lui-même racheté son inculture par son argent, et peut-être est-ce pour ça que je suis aussi énervé contre des pratiques de ma psychanalyse en direct. Non, plus sérieusement, évidemment, dans les sources sur lesquelles j'ai eu à travailler, on pense évidemment à Girandas Aridisna, je crois, The Winner Takes All,
les critiques sur la philanthropie, les critiques sur l'influence de l'argent dans la vie publique américaine, elles sont infiniment plus récentes. Et en France, c'est vrai que j'en ai quasiment pas eu. Le livre de Lionel Astruc sur l'art de la fausse générosité, en fait, il porte entièrement sur la fondation Gates. Et quelque part, je donne quitus à Charles, c'est un signe de maturité. Quand j'ai travaillé chez Admical pendant 2 ans, il était impensable d'avoir un discours critique sur le mécénat. On se demandait, peut-on toujours communiquer, doit-on communiquer sur le mécénat? La réponse était systématiquement oui. Et quand les publicitaires ne reprenaient, quand les grands médias ne reprenaient pas, là plus intéressant, reprenaient pas suffisamment les actions des mécènes, c'était uniquement pour leur tomber dessus et jamais pour essayer de réfléchir sur pourquoi est-ce qu'un certain nombre de mécènes ne voulaient pas pourquoi est-ce qu'un certain nombre de médias ne voulaient pas être instrumentalisés par les mécènes. Quand je suis arrivé chez Admical, c'était juste l'époque où Vinci venait de refaire la Galerie des Glaces. Et il y avait un immense reportage sur TF1, donc propriété du groupe Bouygues, et qui avait dit une rénovation qui a été rendue possible par l'œuvre d'un groupe de BTP dont le nom rappelle un temple de la Renaissance. C'est pas possible quand même de ne pas pouvoir citer Vinci quand ils ont filé 5 millions en mécénat de compétences. Donc vous voyez, comme quoi je peux bien défendre une forme de mécénat. Donc oui, je pense qu'il y a une forme de critique. Et effectivement, moi, mon livre, il intervient parce que si vous voulez, c'est un peu comme en 2017, il y a un tournant politique en France que tout le monde a observé. Et il y a aussi un tournant dans la manière dont ces jeunes dirigeants, globalement, on a élu des démocrates américains, et ils sont imprégnés de cette culture. Benjamin Griveaux a souvent fait appel à la suite de catastrophes naturelles en disant « j'appelle les entrepreneurs à se mobiliser, à donner de l'argent ». Et ça, c'est nouveau, et moi, ça me paraît dangereux. Et donc, j'écris ce livre un peu comme... Je ne peux pas employer lanceur d'alerte parce que ce serait pompeux, c'est des gens qui prennent des risques, alors que moi, je n'en ai pas pris. Mais en tout cas, j'ai écrit ce livre en avant pour alerter sur le fait qu'il me paraissait dramatique d'aller dans cette voie dont on voit à quel point elle a mis les États-Unis à genoux. Les États-Unis, c'est le pays du tiers-monde le plus riche de la planète. C'est un pays invivable pour une écrasante majorité des concitoyens, mais après, c'est le pays où il y a le plus de riches. Je m'amusais souvent à dire à mes étudiants, prenez 2 catastrophes naturelles, parce qu'au fond, ça reflète bien l'âme d'un pays. Vous prenez Katrina et vous prenez la marée noire du golfe du Mexique dans laquelle était impliqué BP. Les 2 fois, il y a eu un abandon monstrueux de la puissance publique. Obama a mis des jours à réagir et il a été très mou. Et Bush s'est rendu sur Katrina 10 jours après en surplombant d'eau. Mais il y a eu des appels des grandes fortunes en une des journaux, envoyer de l'argent, les boîtes, Sears ont dit nous, on va renvoyer des matériaux, etc. Et puis il y avait des vidéos virales sur YouTube pour dire envoyez vos cheveux parce que les cheveux, ça retient le pétrole, donc c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Solution par l'individu, empowerment. En France, on a eu l'Erika et la grande tempête de 1999 qui ont été infiniment mieux maîtrisées 2 fois avec des réponses d'État. La grande tempête, EDF, il y a encore un service public qui a tout sauvé. Et Erika, la ministre de l'Environnement de l'époque, je ne sais plus si c'est Ségolène Royal ou Dominique Voynet, mais avait réquisitionné, y compris des fonctionnaires des préfectures qui avaient un peu fait la gueule, mais qui étaient allés nettoyer les plages. Comme projet de société, moi, c'est ça que je veux. Et je ne veux pas qu'on s'américanise, c'est pour ça que je l'ai planté maintenant. Okay. Donc la question de l'américanisation, Charles, c'est un point sur lequel vous êtes revenu dans votre compte rendu. Est-ce que vous voulez en dire un mot, peut-être pour donner votre sentiment là-dessus? Oui, tout à fait. Alors moi, je ne suis pas franco-américain, mais je viens de vivre 2 années formidables au sein du plus grand labo du monde sur la philanthropie à Indianapolis, aux États-Unis. On est rentré cet été. Et je peux confirmer qu'à titre personnel, ces 2 années-là m'ont fait voir un aspect de l'Amérique que je n'avais pas encore vraiment bien saisi, parce que j'y ai vécu il y a 15 ans en tant qu'étudiant. Le fait d'y retourner cette fois-ci pour y vivre vraiment au cœur d'un État dans l'Indiana qui n'est pas un État de la côte Est, j'ai pu y voir et déplorer une forme de violence sociale qu'on ne connaît pas en France et qui est vraiment inquiétante. Donc j'entends la phrase un petit peu sévère de dire que c'est le pays du tiers-monde le plus riche. J'ai par ailleurs une expérience dans le monde de l'aide au développement. J'ai été pour le compte de grandes agences publiques françaises dans plusieurs pays en développement. Et ce que j'ai vu dans la banlieue d'Indianapolis en traversant certains quartiers m'a fait penser à d'autres choses que j'ai pu voir dans des pays extrêmement profonds. Je pense qu'on ne peut pas imaginer importer le modèle social américain en France. On doit être à peu près tous d'accord là-dessus. Et je pense, comme l'a dit Axel Darzac tout à l'heure, que la philanthropie américaine et la philanthropie française vivent sur 2 planètes complètement différentes et qu'elles ne sont pas comparables.
Je vous invite d'ailleurs à regarder un petit papier qu'on a coécrit avec Antoine Vaccaro sur ce sujet-là en juin dernier, pour expliquer justement toutes les raisons pour lesquelles on ne doit pas comparer la philanthropie française à la philanthropie américaine. Nos pays n'ont rien à voir d'un point de vue culturel, fiscal, religieux, politique, historique. Quel que soit le sujet qu'on prend, on vit sur des planètes différentes, donc sur la philanthropie aussi, je pense qu'on ne doit pas comparer. Malheureusement, on est quand même sujet à une certaine dynamique d'importation, de clivage, importation de problématiques et importation d'outils aussi. Vincent Hedin dit dans son livre que le Téléthon est un outil philanthropique qui a été importé des États-Unis. Un certain nombre de techniques de fundraising sont importées des États-Unis. Donc, on est tributaire du fait que les États-Unis sont un laboratoire d'innovation des tendances de demain du monde, du monde caritatif. Ça, on ne peut pas y échapper. Et bien sûr, sur le plan politique, on est tributaire de plein de choses qui se passent aux États-Unis. Donc, on est à la fois dans une logique où on veut dire il existe une philanthropie à la française, nous ne sommes pas dans le contexte américain, et en même temps, on subit en quelque sorte l'influence américaine par des outils, par différents canaux. Pour revenir sur la critique de la philanthropie aux États-Unis, c'est intéressant parce que Nicolas Dubout a rappelé tout à l'heure que cette critique est ancienne. Elle est effectivement très ancienne. Il y a un siècle, quand Rockefeller a voulu créer sa fondation en 1913, l'État fédéral lui a refusé l'homologation de ses statuts. Il a donc incorporé la fondation Rockefeller dans l'État de New York parce qu'au niveau fédéral, il y a eu un refus politique et les débats publics de l'époque, si on lit la presse de l'époque, disaient cette personne va effectivement exercer une influence politique bien trop grande et donc le monde politique s'est érigé contre ça. Et donc il y a eu des réponses du monde philanthropique. Tout le XXe siècle est scandé par un certain nombre de vagues à la fois anti-philanthropiques, souvent démagogiques d'ailleurs avec le McCarthyisme. On a différentes vagues qui interviennent jusque dans les années 70 et à chaque fois, le secteur caritatif se réinvente. Et c'est comme ça que toutes les innovations qui ont été introduites dans le secteur caritatif et philanthropique, tout dépend si on parle uniquement des associations et ou des fondations, mais toutes les innovations qui ont eu lieu au courant du XXe siècle ont à chaque fois été introduites en réponse à une critique souvent politique de ce secteur. Dernier exemple en date, l'obligation absolue de transparence des fondations américaines qui doivent toutes remplir un formulaire extrêmement détaillé. C'est une obligation légale, les comptes sont publiquement accessibles et on peut savoir très précisément qui est financé, pour quel montant, quelles sont les indemnités que touche chacun des administrateurs ou des salariés de la fondation. Donc ça, c'est un élément très important. La transparence du secteur philanthropique américain est venue en réaction à la critique. L'obligation de décaisser 5% de ses avoirs annuels aussi. Un certain nombre de choses qui garantissent en quelque sorte des garde-fous dans le secteur de la philanthropie américaine. Et il est vrai qu'en France, on n'a pas encore connu ces vagues de critiques. Je dirais que les premières attaques ont eu lieu au moment de la crise des Gilets jaunes, où l'incendie de Notre-Dame est arrivé à ce moment-là, et il y a eu quelques attaques assez virulentes, avec une réponse des dirigeants du secteur. Je salue d'ailleurs au passage un excellent papier que Axel Davzac a signé dans Alliance Magazine à ce sujet-là, qui faisait bien le point sur les différentes critiques et la façon d'y répondre. Et puis, il y a eu cette fameuse velléité de réforme parlementaire l'année juste après, et le secteur a réagi d'un commun effort par la voix de ses dirigeants. Donc, il y a une prise de conscience du rôle du secteur philanthropique dans notre société, et je pense que ça, c'est le signe d'une maturité. Et je voulais revenir sur l'idée qui a été développée du partage de l'intérêt général entre la puissance publique et les initiatives privées. Ce qui est très intéressant dans les textes préparatoires à la loi de 2003, dite loi Aillagon, du nom du ministre de la Culture de l'époque, quand on regarde les travaux parlementaires qui ont précédé cette loi, on s'aperçoit que pour la première fois dans l'histoire politique française, l'État marque une intention forte par la voix des dirigeants publics de l'époque d'ouvrir ce portage de l'intérêt général à des acteurs privés. Ça apparaît très clairement. Il faut noter d'ailleurs que le ministre de la Culture n'a pas été seul à porter cette loi à l'époque. La loi a été présentée devant le Parlement par le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, et donc le gouvernement dans sa totalité a porté la loi Aillagon, et alors que les précédentes lois qui ont créé les fondations d'entreprise, les fondations RUP en 87, en 90, avaient été introduites par le ministre de la Culture de l'époque. Donc là, il y a eu vraiment un portage au plus haut niveau de l'État, et dans son discours de débat parlementaire,
Jean-Pierre Raffarin dit texto, je vous invite à relire ce discours-là, l'État n'a pas le monopole de l'intérêt général doit pouvoir être partagé avec les acteurs de la société civile, les acteurs privés, et ces acteurs-là doivent pouvoir s'y engager. Ce qui ne veut pas dire que l'État va se dessaisir complètement de l'intérêt général. Il ne faut pas faire dire ce qui n'a pas été dit. On peut ensuite être d'accord ou ne pas être d'accord avec la vision politique de l'époque, mais je crois qu'il s'agit d'une rupture conceptuelle dans cette ouverture envers les acteurs privés, après plusieurs siècles pendant lesquels la puissance publique s'est toujours méfiée des fondations. On est ici dans la salle Michel Paumet, et ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la philanthropie savent que ce grand conseiller d'État était parti justement aux États-Unis observer le monde des fondations sur la volonté d'André Malraux, et que sa mission a donné ensuite naissance à la Fondation de France dans la fin des années 60, en 69. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde dans la profondeur historique, que ce soit le pouvoir royal depuis le Moyen-Âge jusqu'à la République, après la Révolution, il y a eu une véritable continuité dans la défiance des pouvoirs publics envers le monde des fondations. Et c'est ce qu'explique très bien Edith Archambault dans un de ses articles du début des années 2000, qui s'intitule « Pourquoi la France a si peu de fondations ?» Elle explique cette notion de bien de main morte qui a toujours rebuté les pouvoirs publics parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler dans leur volonté centralisatrice, et qui est assez bien partagée par la royauté puis par la République, où on a une belle continuité de l'État centralisateur, l'intérêt général est le fait de l'État, et donc il ne peut pas être porté pleinement par des acteurs privés. Ça a structuré la matrice intellectuelle de notre société depuis plus de 1000 ans, en fait. Et donc, la petite phrase qui dit « l'État n'a plus le monopole ou n'a pas, je ne sais pas si c'est pas ou plus le monopole d'intérêt général et de pouvoir être partagé », je pense que là, on peut le voir soit comme une rupture dans la continuité politique, soit comme une ouverture positive au fait qu'effectivement, tout le monde peut s'engager. Une famille qui a un certain patrimoine peut décider de créer une fondation familiale et de s'y engager, et de former d'ailleurs les futures générations à cet état d'esprit philanthropique, sans pour autant être dans une démarche plutocratique. Je pense que ça, c'est un aspect que le livre aurait pu souligner davantage. Merci beaucoup, Charles. Axel, vous vouliez réagir? Oui, sur générosité privée et État. Il y a 2 points. Je vais commencer par le deuxième, puisque ça fait écho avec ce que vient de dire Charles Sélène. Il me semble que dans cette description, on saute quand même à pieds joints sur la loi de 1901 et le monde associatif. Et donc dire que l'État a toujours eu le monopole de l'intérêt général et d'un coup on s'est réveillé il y a 30 ans, il y a 40 ans, en fait, c'est pas du tout la réalité. C'est-à-dire que dans notre pays, et c'est tout, et je pense aujourd'hui, enfin on voit un certain nombre de difficultés qui existent, c'est bien parce qu'il me semble, je pense que c'est pas votre vision, que pour préserver la démocratie, entre les individus et l'État, les corps intermédiaires, dont notamment font partie les associations, sont quelque chose de majeur. Et donc, dire que, en fait, l'État portait tout depuis toujours et que, hop, on s'est réveillé il y a 40 ans avec les fondations, ça ne me paraît pas juste. Moi, je crois que fondamentalement, les associations et les fondations, elles répondent aussi à ce souhait d'engagement citoyen, encore une fois, à titre privé au service des autres, sans jamais vouloir à aucun moment remettre en cause l'action publique. Mais les associations n'ont pas non plus du tout envie d'être absorbées ou fondues dans l'État. Ça, je pense que les acteurs associatifs le disent suffisamment. Et l'autre point qui me semble aussi important, c'est dans la relation que les acteurs privés d'intérêt général ont vis-à-vis de l'État, il y a une vraie complémentarité. Je l'ai expliqué tout à l'heure avec les territoires zéro chômeur de longue durée, ainsi de suite. Mais les pouvoirs publics y ont aussi intérêt. Je vais vous prendre un exemple. La Fondation de France a notamment un partenariat avec l'AFD. Pourquoi? Parce que nous sommes rencontrés, et tout en restant parfaitement chacun maître de notre stratégie et de nos actions, finalement, l'AFD a trouvé à la Fondation de France une capacité à identifier
des projets et des acteurs locaux de terrain de petite taille dans un certain nombre de pays d'intervention, ce que la puissance publique, à travers l'AFD, n'arrivait pas à faire. Et donc, nous avons signé un partenariat en disant, finalement, la Fondation de France, elle, va faire ce travail de démarrage quand on choisit, par exemple, typiquement au Liban, où nous travaillons depuis un an. La Fondation de France a démarré parce qu'elle a, à travers son réseau de bénévoles, sa souplesse aussi d'intervention, son agilité, on est un peu loin des procédures AFD, où on est un peu plus souple, même si on fait très attention au projet qu'on retient, mais on a aussi des réseaux, des capacités à discuter avec les uns et les autres. Donc, on est parti du principe que la Fondation de France allait démarrer et travailler avec un certain nombre d'associations locales pendant 1 an ou 18 mois ou 2 ans, et qu'en revanche, on allait partager tout le bilan de ce qu'on avait fait avec ces associations à l'AFD, et qu'ensuite l'AFD prendrait la main, notamment avec des budgets beaucoup plus importants que les nôtres, il y a ça aussi, mais en ayant une sécurité finalement dans la capacité des acteurs locaux qu'elle allait soutenir pour continuer. Donc je trouve que cette coordination entre ces acteurs privés et la puissance publique est très féconde, au contraire, et très complémentaire. Chacun garde sa liberté d'action, sa stratégie, mais on s'appuie sur les forces des uns et des autres. Merci beaucoup. Avant de vous donner la parole pour réagir, Vincent, et puis on se tournera peut-être ensuite vers la salle, mais au fond, il y a comme une question dans cette vision, et c'est pas une prise de parti pour ou contre, c'est juste une tentative peut-être de discernement. C'est que ce qu'on voit, c'est qu'on a la philanthropie qui est un élément, et ça c'est tout à fait vrai, il n'y a aucune discussion là-dessus, qui est un élément, et un élément important, symbolique, matériel, organisationnel, d'une société, celle des États-Unis, qui a dérivé dans un sens alors à la fois plutocratique et très très inégalitaire. On a vu que cette société, elle a au cours des dernières décennies pris un tournant qui l'a conduit à faire coexister la plus grande richesse et la plus grande misère sur son sol, avec des anomalies comme un système de santé qui prend 15% de la richesse nationale et qui laisse les gens sans couverture face à des risques majeurs de la vie. La question, et qui est une question fondamentale pour la société française, au fond, et je n'ai pas de réponse, mais c'est une invitation à partager cette réflexion, c'est est-ce qu'on peut avoir un élément de cette société, le dynamisme et l'organisation du secteur philanthropique, sans avoir finalement l'ensemble dysfonctionnement institutionnel qui l'entoure, qui l'apporte, qui lui donne sens, et qui finalement a fait que ce secteur, dans cette période, a connu ce destin d'accompagner finalement une dérégulation globale des normes sociales et finalement de la vie économique. Donc, au fond, est-ce que la philanthropie, c'est une partie qui est dissociable du tout de cette société? Parce que si jamais c'est le cas, au fond, on peut imaginer d'autres manières de l'implémenter, de la mettre en œuvre, de l'intégrer à des processus démocratiques qui restent viables et qui s'accompagnent ou pas d'une démocratie transparente. Parce que ce que vous dites dans l'ouvrage à plusieurs reprises, c'est quand même aussi de souligner les effets un peu pervers du caractère, on va dire, très, très incestueux des élites économiques et politiques dans notre société. Mais ça, c'est évidemment absolument... Les deux côtés de l'Atlantique. Oui, les exemples sont français. Et de montrer aussi des complémentarités, on peut dire des complémentarités publiques-privées, qui vont par contre dans des sens qui ne sont pas forcément très vertueux. Et là, l'exemple que vous prenez, alors, en paraphrasant l'État n'a plus le monopole du cœur, c'est donc la question de l'aide alimentaire, dont on a vu effectivement qu'elle s'était structurée au point de devenir un pan majeur de l'action publique dans notre pays, mais en étant mise en œuvre quasi exclusivement par des acteurs privés. Donc la question, c'est est-ce que finalement, pour vous, on peut extraire, ou on peut dissocier, opérer ce discernement de la partie qui est la philanthropie, du tout de ces institutions qui prévalent aux États-Unis, avec les effets que vous dénoncez, sans aucun doute à juste titre.
Est-ce qu'il y a un organe malade ou est-ce que c'est un cancer généralisé? C'est mieux formulé. Non, mais après, j'ai le droit quand même de remettre sur des solutions possibles. Non, mais parce qu'en fait, il y a quand même un malentendu de départ. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Axel Davzac sur la coexistence des deux modèles. Je ne veux surtout pas tout soviétiser, je ne veux surtout pas que les fonctionnaires. Et c'est Charles Sélène qui a oublié la loi de 1901 et qui a dit que Fiat Lux en 2003, l'ex-chef de file des Giscardiens enragés, Jean-Pierre Raffarin, avait repris son mentor en disant l'État n'a pas le monopole de l'intérêt général. Mais je constate juste qu'effectivement, au moment où la puissance publique commence à se dégager des assauts et on leur demande de faire recours aux mécènes, je me souviens de discours enflammés de Jean-Marc Borrello disant bon, de toute façon, on aura de moins en moins de subventions. Enfin, je ne vais pas vous imiter l'accent de Jean-Marc, que vous connaissez, mais on aura de moins en moins de recours aux subventions, donc on va aller faire les poches des mécènes. En plus, toujours ce style très élégant qui le caractérise. Pour répondre à votre question, c'est compliqué, parce que, et c'est un peu le même problème que j'avais eu avec Tessa quand on avait discuté avec vous. Moi, je pense que la famille philanthropique gagnerait infiniment plus à faire le ménage dans ses rangs, et dans ces cas-là, j'aurais pas eu besoin d'écrire ceci. C'est-à-dire que tant que la famille philanthropique n'est pas capable de reconnaître que l'arnaque gigantesque de la Fondation Arnaud, la Fondation LVMH, c'est écrit noir sur blanc dans un rapport de la Cour des comptes, ça a escroqué 580 millions d'euros aux finances publiques. Et Cour des comptes, c'est pas des... Bon, tant qu'on n'est pas capable de dire ça, c'est un scandale. Et c'est fait au nom de la philanthropie, au nom de la générosité, etc. Tant qu'on n'est pas capable de taper très fort sur des initiatives comme ça, sur des initiatives pseudo-philanthropiques de Xavier Niel avec son école 42, qui en fait forme des gens qui plus tard vont bosser chez Free avec Station F, ou même il y a des loyers. Il arrive à présenter ça comme du mécénat. Et maintenant, une école sur l'agriculture, dont la directrice est l'ancienne conseillère agriculture d'Emmanuel Macron, Audrey Borrello. Bon, tant qu'on n'est pas capable de faire le ménage et de dire ça, c'est scandaleux, on ne peut pas progresser. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, Axel, quand vous me parlez de l'exemple de Lejeune, oui, il y a Lejeune, c'est ça, où François Lemarchand est nature et découverte. Oui. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ces personnes. Ça ne me paraît pas être des crapules et on peut les mettre sur le même sac. Je n'ai pas fouillé outre mesure, mais je n'ai pas l'impression que Yves Rocher et ce qu'il est en train de mettre en place à la Galicie soit fondamentalement quelque chose de très répréhensible. Mais c'est vrai que tant qu'on n'est pas capable de distinguer le bon grand de livret et de dire que l'immense majorité des fonds qui arrivent sont parfois un peu douteux. Enfin, je veux dire, ce que fait Maya Hoffman à Arles, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Ça a mis les populations à distance. Là aussi, il y a eu recours à Franck Guéry, Starchitect, cette espèce d'arrivée massive d'argent dans une ville des plus paupérisées. Et donc, pour répondre directement à votre question, je suis pas persuadé qu'on puisse matériellement, mais empiriquement, intellectuellement, je ne suis pas contre la philanthropie. C'est pour ça que je serais d'accord avec la première remarque de Charles. Mon livre n'est pas une mise en cause de la philanthropie, il est une mise en cause du fait que dès que des gens se comportent mal, ils espèrent le salut de leur âme et le salut de leur réputation par la philanthropie. En 2008, alors vous avez dit que j'avais pris plein d'exemples américains, alors du coup, je fasse gaffe et que je prenne moins d'exemples américains, mais pendant la crise du Covid, effectivement, il y a eu des tonnes de citoyens qui se sont mobilisés. On a vu des choses très très belles à Roubaix, dans d'anciens ateliers textiles qui se sont mis du jour au lendemain. Ils ont mis toutes leurs machines, ils ont fait des masques. C'est magnifique. Bien sûr, c'est magnifique. Moi, j'ai rien contre ça. Mais c'est vrai que BNP qui fait un don de 2 millions d'euros aux hôpitaux du Grand Est, sur toutes les grilles de tous les hôpitaux de France, il y a marqué BNP paye tes impôts, l'hôpital se fout de la charité. Enfin voilà, l'hôpital se fout de la charité. C'est d'ailleurs donc au collectif de soignants et de soignantes que je dois le titre de mon livre. Et c'est la même chose. LVMH, il s'est vanté de donner des flacons de gel hydroalcoolique. Enfin, quelle insulte! Il y a des milliards d'euros d'arriérés qui doivent au fisc français. C'est montré dans les Panama Papers en 2017, c'est montré en début d'année dans les LuxLeaks, plus le rapport de la Cour des comptes. Et le problème de mes propos, c'est qu'ils sont sans doute sous-estimés, puisque le principe de la fraude, par essence, c'est qu'on ne connaît pas les montants. Tant qu'on n'est pas capable de dénoncer ça de façon très virulente et d'expliquer le mal que ça fait, enfin, vous voyez, je veux dire, quand il manque des dizaines de milliards d'euros, le budget total de l'université française, c'est 13 milliards d'euros. Alors, vous comprenez? Donc, tant qu'on n'est pas capable de dénoncer ça, de manière extrêmement virulente, on n'avance pas. Après, effectivement, ce qui s'est passé pendant le Covid, oui, il y a eu des mobilisations et c'est joli. Et oui, quelqu'un qui meurt, qui n'avait pas d'enfant et qui décide de faire un leg pour l'éducation dans le Lot, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et je suis complètement d'accord avec Axel Davzac sur la complémentarité
des modèles, notamment aussi pour une question d'efficience des ressources publiques. Je sais que c'est enregistré, mais c'est pas grave, l'anecdote est off, mais elle date un peu. En 2013, Pierre Moscovici est ministre des Finances et il veut revenir sur la déduction fiscale dans le cadre du mécénat pour les entreprises et pour les particuliers, mais surtout pour les entreprises, parce qu'il a cette obsession de dire « je ne suis pas là pour financer les relations publiques de grands groupes de luxe dans des grands musées ». Et comme il est député du territoire de Belfort, il se rend aux Eurockéennes. Je trouve qu'à l'époque, le président des Eurockéennes est Jean-Marc Poitras, que vous connaissez bien, parce qu'il est au Centre français des fondations. Et donc Jean-Marc dîne avec Moscovici, et il me relate l'anecdote suivante, c'est que quand Moscou lui dit, bah voilà, moi je vais revenir, donc c'est 60%, mais on va passer à 30 ou à 20, ça ne sert à rien. Et il lui dit, et c'est là où il est malin, il lui dit, vous faites ce que vous voulez. Au fond, vous êtes socialiste, aucun électeur socialiste vous en voudra, mais je vous préviens, ça va vous coûter très cher. Parce que vous pensez au grand musée, mais demain, si on ne peut plus financer le SAMU social et la Croix-Rouge, bah vous allez voir que payer des fonctionnaires pour faire des maraudes, ça va vous coûter beaucoup plus cher que les bénévoles. Et donc, il a raison. Donc, moi, je suis évidemment d'accord avec Axel Dalzac sur l'idée du tiers secteur, sauf que je pars du principe qu'il faut qu'on revienne en arrière et que ce tiers secteur ne soit pas en permanence stressé par devoir répondre à des appels à projets, remplir tout un tas de cases et puisse être éligible à davantage de subventions. Voilà. Axel. Peut-être un point sur ce que vous venez de mentionner, c'est-à-dire qu'il y a un point dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est que vous utilisez beaucoup le terme charité dans votre livre. Et vous dites, je ne vise qu'une partie de la philanthropie, ça se dit pas complètement dans votre livre. Voilà. Donc je pense que ce serait bien, voilà, de dire, en tout cas, la critique que vous portez, elle est limitée sur un nombre. Quand vous dites l'immense majorité des fondations qui se créent, des fonds qui se créent, ça c'est peu d'individus, mais c'est énormément d'argent. C'est discutable. Je ne sais pas comment vous faites votre statistique. Je suis très sincère, c'est-à-dire que nous, on voit plein de fondations. On a créé 40 fondations abritées l'année dernière à la Fondation de France. Bon, voilà, donc je ne sais pas de quoi on parle, mais par moment, l'immense majorité, non, je ne crois pas. En tout cas, ce n'est pas ma perception, ce n'est pas ma vision de là où je suis sur la part de la philanthropie qui serait critiquable selon vos propos. Voilà, donc je pense qu'il faut faire très attention avec ça. Et l'autre point sur la charité, et donc finalement, j'ai parlé de territoire zéro chômeur de longue durée et du rôle des fondations quand vous dites que les assos, elles en ont marre d'aller demander des subventions. Oui, mais aujourd'hui, il y a un point qui est très important dans la manière de travailler des fondations, c'est que de plus en plus, et on est de plus en plus nombreux à porter ça, c'est comment nous pouvons accompagner la prise en compte d'une problématique donnée, quelle qu'elle soit, non pas en agissant sur les symptômes, mais sur les causes. Et donc, avec l'idée d'accompagner les acteurs associatifs, quels qu'ils soient, non plus avec je réponds à un appel à projet pour il faut rentrer dans les cases, mais bien par des accompagnements au long cours, pluriannuels, sans adresser forcément un projet, mais bien je vais venir soutenir une structure. Et ça, ce sont des sujets qui sont aujourd'hui, si vous voulez, par rapport à la vision que vous avez du secteur philanthropique. Aujourd'hui, on en a encore parlé, on a encore fait une réunion ce matin, on a fait de travail avec Ashoka. Ce sont les sujets qui occupent aujourd'hui le secteur de la philanthropie, dans la grande majorité. C'est-à-dire comment on arrive aujourd'hui à faire en sorte vraiment de contribuer à résoudre les problèmes et pas du tout juste dans je fais de la charité et je fais de l'image. Voilà. Donc, je trouve qu'on est assez loin, pour moi, dans les sujets de préoccupation par rapport à, en tout cas, le point de vue que je peux en avoir, moi, de la Fondation de France, alors qui n'est pas exhaustif du tout, mais qui, néanmoins, est représentatif quand même, compte tenu de notre taille, d'une partie de la philanthropie dans notre pays. Donc, c'est là où je suis gênée, si vous voulez. C'est qu'on est quand même assez aux antipodes dans la vision qu'on peut avoir du secteur. Les chiffres, les ordres de grandeur. Je place en exergue de mon livre la citation de Paul Lafargue, voler en grand, restituer en petit, telle est la philanthropie. Les montants investis dans des actions de philanthropiques par LVMH, par Kering,
sont à des années-lumière de ce qu'ils ont volé. Et encore une fois, je parle que de ce qui a été vu. Kering a été condamné 3 fois, ils ont été condamnés l'an dernier à 1 milliard de redressement. Leur fondation ne fait pas... Ouais. Moi, je vous parle de ce qu'ils représentent par rapport à l'ensemble de l'action philanthropique. Donc, en fait, on ne compare pas les mêmes choses. Bah oui, mais si vous voulez, dans les groupes, vous m'avez dit que vous ne prenez pas assez d'exemples d'entreprises françaises, mais... non, mais ce que je veux dire par je peux là, vous parler de la fondation CTLM. Vous ne pouvez pas dire l'immense majorité des... C'est ça qui me gêne. Moi, je parle des ordres de grandeur financiers. Je suis d'accord que ce n'est pas les ordres de grandeur humains, et je comprends que mon livre est une insulte à la boîte de 25 personnes qui a décidé, ah, décidément, je vais relire Lacan ce soir, qui a décidé d'aider un musée local qui s'y enfermerait ou une maison des services publics, et dont en plus qui a mis en place un accord sur le temps de travail pour permettre à 4 de ses collaborateurs de faire du soutien scolaire. Je comprends ça, mais je vois bien quand même comment des grands groupes et les pouvoirs publics, et ça c'est très nouveau, c'est vraiment uniquement concomitant au quinquennat d'Emmanuel Macron, demandent à des entreprises de relayer ce qu'ils ne veulent plus faire eux. On a une initiative assez fascinante qui s'est passée en 2021, là encore je fais confiance à la discrétion, à la confidentialité de l'auditoire, mais Emmanuel Macron vient lancer son grand plan mentorat. Et on peut le comprendre parce que les premières victimes du Covid, c'est les jeunes. Et pour les jeunes décrocheurs, ça va être très compliqué pour eux de réussir à se remettre bien scolairement. Il lance un grand plan mentorat. Il fait le calcul avec ses équipes et il se rend compte que ça va être un peu compliqué. Donc, il va voir l'association de référence sur le secteur, article 1, et il lui fixe des objectifs intenables qui reposent à 90% en plus sur le privé. Et je pense que dans une espèce de folie créative, d'envie d'aider, pendant un temps, ça va marcher. Pendant un temps, vous voyez, deuxième tentative où je vais dire du bien de... Pendant un temps, ça va marcher. C'est-à-dire qu'effectivement, Benjamin Blavier, qui est un copain, me disait, bah voilà, là, c'est assez fou, on voit que tout le monde se mobilise. Mais c'est pas pérenne, ça va pas tenir. Donc, Oui, mais c'est pas ça l'objectif de la philanthropie. C'est bien, typiquement, ce que fait article 1, l'État ne saurait pas le faire à T0. Complètement d'accord. Ouais. D'accord. Donc, c'est bien là que le secteur philanthropique, il a toute sa puissance. C'est comment je fais pour faire la démonstration à partir d'initiatives du type d'article 1 pour changer l'institution à terme. C'est ce que je disais au début de la conversation. Bien sûr que ce n'est pas pérenne. La philanthropie, moi je dis toujours, la meilleure nouvelle qui pourrait nous arriver, c'est qu'on ferme. Ça voudrait dire que tous les problèmes sont résolus. Ben oui. Tous les entrepreneurs sociaux disent ça. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Saïd Amouche dit qu'il ferme sa boîte dès qu'il n'y a plus de discrimination. Ben oui, il a du boulot pour longtemps. Mais oui, et le but ultime, c'est bien ça. Donc, donc, ne nous méprenons pas sur l'intention. Donc, l'idée à chaque fois qu'il y a derrière l'action philanthropique, c'est bien de dire je dois faire l'expérimentation, je dois faire la démonstration qu'il y a des manières de travailler différemment, qui doivent s'accompagner, c'est très bien aussi article 1, du travail de plaidoyer, du travail d'échange aussi avec les pouvoirs publics pour arriver à intégrer les pratiques au sein de l'institution publique. Mais donc, pour moi, la bonne nouvelle, c'est quand on peut partir. Mais oui, bien sûr. Pourquoi vous souriez? Non, mais parce que au fond, on parle beaucoup de la philanthropie, mais les héros, c'est les porteurs de projets, et ça irait aussi vite si la puissance publique les finançait. Parce que l'État peut, pardon, excusez-moi, parce que vous avez dit l'État peut pas faire ce que fait l'article 1, non. Et c'est vrai, parce que travailler sur les codes sociaux, etc., les profs, on peut le regretter, mais on est malheureux, ils ont déjà tellement de trucs à faire, ils ne savent pas faire. Mais en revanche, on peut complètement financer des projets comme article 1 quand on les a repérés. Et on a beaucoup progressé ces dernières années sur détecter les bons projets. Alors, aujourd'hui, les financements privés représentent en moyenne 4% du budget des associations. C'est la statistique de Viviane Chernow, c'est 4%. Quand même pas grand-chose. Ouais, on inclut dans l'eau des associations qui prennent beaucoup d'argent, comme les associations d'aide à domicile. Donc évidemment, là, c'est forcément que du public. Oui, mais vous voyez, c'est toujours ce truc de window dressing où en revanche, les philanthropes vont justement sur des projets plus petits avec un maximum de retour d'image. Pas retour d'image. Non? D'accord. Charles, vous vouliez réagir? Juste avant de vous donner la parole, je me tourne vers... Vincent a soulevé un point qui est c'est une interpellation la directe au secteur philanthropique en disant finalement,
Bon, j'aurais pas eu besoin d'écrire ce livre. Parce que si le secteur avait l'unité et la volonté de dénoncer les galères boiteux trop visibles. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Et est-ce que c'est un sujet pour vous, alors pas au titre peut-être de la Fondation de France, Axel, mais au titre d'une des organisations qui représente le secteur ou qui peut porter sa voix. Peut-être Charles, si vous voulez réagir à... Non, je laisse Axel réagir. D'accord, très bien. Sur la question. Sur la question, c'est est-ce que ce que dit Vincent, ça renvoie aujourd'hui en France à un souci d'unification de la représentation du secteur et de sa capacité à faire cette mise à l'index, mais disons de dire voilà, là il y a des initiatives qui posent problème en fait au secteur plus qu'elles ne le servent, sous couvert de générosité finalement. C'est ça que vous avez dit. Oui, exactement. Alors, moi, je ne représente pas les collectifs du secteur, ni l'ADICAL, je ne sais pas ce qu'en dit l'ADICAL, typiquement, ou le Centre français des fondations, ou Don Confiance, je ne sais pas. Pour ma part, la question effectivement que vous posez et qu'on sent dans les collectifs du secteur, c'est effectivement jusqu'où va-t-on ou pas dans la prise de position contre certains membres, contre certains adhérents. L'interprétation que j'en fais, mais encore une fois, il faudrait plutôt ce serait intéressant d'ailleurs, c'est un vrai sujet ça, la question d'assumer un peu une autocritique de nos pratiques dans le secteur des associations et des fondations. Je pense qu'il y a probablement une frilosité liée au manque de reconnaissance et de légitimité qu'a déjà le secteur des associations et des fondations. C'est quand même un secteur, si vous voulez, qui a du mal à être entendu. On le voit bien, on a X ministères de tutelle. Quand les sujets qui nous concernent, on n'est pas toujours consulté. On peut prendre la récente loi quand même sur les séparatismes. On ne peut pas dire que les articles concernant les associations et les fondations ont été beaucoup écoutés avant. Voilà. Donc je pense que c'est aussi lié à ça, au fait que comme le secteur a mais encore une fois, ce serait un vrai sujet que le secteur collectivement s'interroge sur finalement sa capacité à porter un regard critique fort, en fait, fort et assumé vers l'extérieur sur certains sujets. Mais je pense que c'est lié voilà, à nos difficultés aussi globalement à exister, si je puis m'exprimer ainsi, et à être reconnu par les pouvoirs publics. Je pense que c'est en partie lié à ça aujourd'hui. Mais je ne sais pas, c'est une interprétation. C'était une question ouverte et je pense que c'est un des leviers, un des points sur lesquels la critique du livre, là pour le coup, elle s'adresse directement, pose une question très pratique au secteur. Moi, j'ai offert et envoyé mon livre à Nickel, la nouvelle déléguée générale, que j'étais très lié à Marianne Échette, mais ça n'est plus elle, depuis on est parti en même temps qu'il y a 15 ans. J'ai jamais eu de retour, parce que je lui ai dit, mais je voudrais qu'on discute, parce que vous, comme vous arrivez à parler dans les médias, est-ce que c'est normal qu'une entreprise comme CTLM, qui par son activité quotidienne, après, est quand même souvent à l'origine de surendettement de ménages, est-ce que c'est normal que la fondation CTLM soutienne Crésus pour aller aider des personnes en situation de surendettement? Idem avec la Fondation française des jeux, qui derrière va aider des personnes qui sont addictes aux jeux. Enfin, il y a quelque chose de... Je pense que ce serait bien de faire le ménage en disant, là, pour le coup, c'est vraiment pas du mécénat, c'est de la récupération basique. Enfin, ça ne va pas. Ou Total avec la biodiversité des eaux marines, ou la Fondation Nestlé qui lutte contre l'obésité offensive. Si vous voulez, c'est pas possible. Après, moi, quand M6 est une des rares fondations à accepter d'aller s'engager en prison, parce que vous en parliez tout à l'heure, et c'est un thème sur lequel personne ne va, bah, ça, c'est hyper louable. Il n'y a pas de souci. Très belle position. Charles. Merci. Alors, moi, j'avais une petite mise au point à faire sur association versus fondation, mais c'est juste une parenthèse. Et puis ensuite, je voudrais ouvrir une nouvelle branche de la discussion à ce point-là du débat. Petite mise au point sur association et fondation. Je n'ai pas oublié les associations loi 1901, évidemment, mais je tiens à dire une chose. La définition de l'économie sociale et solidaire, traditionnellement, on y met les associations, les coopératives et les mutuelles, parce qu'il y a un point commun entre ces trois types de structures,
qui est la gouvernance essentiellement démocratique, où une personne égale une voix, et on vote, et on détermine les priorités et le fonctionnement. L'association est un regroupement de personnes, et l'État n'y a jamais vu de problème. C'est pour ça que les associations se sont développées pendant un siècle et qu'on arrive à être le pays au monde. Il n'y a jamais vu de problème à partir de la loi 1900. À partir de la loi 1900. Il y a quelques problèmes quand même. Je parle du siècle écoulé, et vous avez très justement rappelé que depuis 1901, nous avons une vitalité associative fabuleuse. Nous sommes le pays au monde qui a le plus d'associations par habitant, puisque l'Inde en a 1,6 million, quelque chose comme ça, mais évidemment 1,5 milliard d'habitants. Donc en fait, la France a la plus grande vitalité associative. Bon. Maintenant, je voudrais quand même rappeler une chose, la fondation n'est pas un regroupement de personnes, c'est un regroupement de capitaux. C'est même d'ailleurs la définition légale de la loi de 1987, affectation pérenne d'un capital à une œuvre d'intérêt général. Donc c'est ça qui a fait titiller l'État pendant des siècles, parce que l'État se méfiait du regroupement de capitaux qui échappait à son contrôle. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Mais on inclut au sens large dans l'ESS les fondations parce qu'il y a une identité on tend vers un objectif commun qui est d'intérêt général. Donc il y a une finalité d'intérêt général. Mais on n'est pas exactement sur le même fonctionnement d'une gouvernance purement démocratique. On est partiellement là-dessus, et vous l'avez dit très justement, Axel, dans les fondations RUP. D'abord, l'État est représenté au conseil d'administration, et en plus de ça, le fonctionnement est collégial. Mais pour certains types de statuts de fondation, je pense notamment aux fonds de dotation, on peut avoir 3 administrateurs, et a priori, c'est la seule contrainte légale pour créer un fonds de dotation. Après, on ne va pas rentrer dans le détail du droit des fondations, mais on n'a pas automatiquement autant de caractère démocratique dans une fondation que dans une association. Et je pense que là où il y a eu un petit changement dans la vision que les pouvoirs publics avaient de la fondation, c'est effectivement cette idée qu'on peut autoriser aujourd'hui, en tout cas l'État favorise très directement le regroupement de capitaux privés, d'origine privée, dans un but d'intérêt général. Et je crois que c'est ça qui a fait permettre un essor, d'abord une multiplication du nombre de fondations abritées à la Fondation de France ou ailleurs, et la multiplication des fondations depuis une vingtaine d'années. Donc ça, c'est quand même assez nouveau sur la partie regroupement de capitaux pour l'intérêt général. Et il est vrai que dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, ce regroupement de capitaux peut donner lieu à une discussion sur l'emploi de ces capitaux, étant donné qu'un petit nombre de personnes peut décider de cette affectation. Je ferme la parenthèse parce que je ne pense pas que ce soit le cœur du débat ce soir. Je voudrais introduire un autre pan de la discussion qui, moi, me parle en tant que chercheur sur la philanthropie, c'est la notion de terminologie. Et je ne veux pas qu'on se perde trop dans du détail terminologique, mais je pense que ça a son importance, notamment quand on utilise ce terme philanthropie dans le titre d'un livre et que ça peut créer un malentendu dans la perception que le lectorat en a. Pendant la guerre froide, au moment de la crise de Cuba, Khrouchtchev disait « le problème, c'est qu'on a un seul lit pour 2 rêves, capitalisme, communisme dans le monde ». Si on détourne un peu sa phrase, je pense que nous, on a un problème, c'est qu'on a un seul mot pour une multitude de réalités. Et je pense qu'on devrait prendre la peine de définir ce qu'on entend par philanthropie, parce que ce mot est utilisé, en tout cas dans la sphère médiatique, tantôt pour décrire les dons d'ultra-riches, giga-riches, on parle de multimilliardaires, tantôt pour décrire les noms de gens des actions, de dons d'argent, de gens qui peuvent être riches ou moyennement riches. Je pense par exemple à une famille qui a créé une entreprise, une PME, qui a bien réussi, qui a créé une fondation familiale, mais qui travaille dans la discrétion, qui fait des choses tout à fait désintéressées, qui ne passe pas forcément à la télé et qui n'est pas dans une logique à la Bezos, comme Vincent l'a décrit. Ça peut aussi être utilisé dans certains cas pour parler des dons de monsieur, madame, tout le monde. On parle parfois de quel est le volume de philanthropie dans un pays. Et puis, on peut aussi l'entendre comme incluant d'autres formes de dons que du don strictement financier. En tout cas, moi qui viens de passer 2 ans aux États-Unis, ils incluent aussi parfois, c'est pas toujours très clair, mais le volunteering, donc le bénévolat, est aussi inclus dans la philanthropie. C'est du don de temps, mais donc on peut aussi donner d'autres ressources, on peut faire des dons en nature, on peut donner son sang, on peut donner des compétences quand on est une entreprise. Donc, est-ce qu'on met ça ou pas dans le mot philanthropie? Et puis, si on va jusqu'au bout de la logique terminologique, on peut se demander si la philanthropie, quand on regarde la mythologie grecque et ou même le dictionnaire, tout simplement, on ouvre le littré et on y voit que la philanthropie, c'est le philanthrope, celui ou celle dont le cœur est porté à aimer le genre humain ou à l'humanité. Donc,
selon la focale qu'on va adopter, ce mot philanthropie peut être entendu de plein de manières différentes. Et je pense que si on ne met pas une définition derrière, on peut avoir de la confusion parce qu'on ne parle pas de la même réalité. Alors, pour avoir une clé de lecture contemporaine, j'ai perdu ma petite fiche, parce que je voudrais être assez précis dans ce que je dis, une clé de lecture contemporaine de ce sujet m'a été donnée en fait par un ancien patron du CAC 40 que j'ai interviewé de manière complètement confidentielle, donc je ne peux pas vous dire qui c'est, il est à la retraite aujourd'hui. Et quand je lui ai posé la question, il m'a dit deux choses très importantes qui m'ont marqué et que je voudrais partager avec vous. La première chose, il m'a dit « Je connais des gens qui envoient de gros chèques à 10 000 km de chez eux et qui sont odieux avec leur entourage. » Et pour lui, il m'a dit « Je ne pense pas que ces gens soient des philanthropes. » Bon, premier point, donc pour être vraiment philanthrope et correspondre à cette définition, il y a la notion d'avoir une certaine qualité du cœur, en tout cas une forme d'altruisme en congruence, puisque ce terme est à la mode, entre son attitude et les actes de don qu'on pose, qui peuvent être connus ou inconnus. Et la deuxième chose qu'il m'a dit, c'est en tant que chef d'entreprise, il m'a dit être philanthrope pour moi, c'est d'abord bien traiter mes salariés, mes fournisseurs et mes clients. Et Vincent Hédin aurait pu ajouter et payer ses impôts. Et donc, en fait, ce que j'en retiens, c'est que dans sa perception des choses, c'était une question de cohérence globale du comportement en tant qu'acteur public ou privé avec une influence publique, en tant qu'un grand patron du CAC 40. Pour lui, être philanthrope, c'était d'abord bien traiter tout le monde dans les relations économiques au quotidien. Je trouvais ça formidable. Il n'a pas voulu prendre une position publique pour le dire, mais ça veut dire que ça existe, des gens qui ont ce niveau de responsabilité, de richesse, d'influence dans les sphères économiques et qui ont cette vision de la philanthropie comme étant une cohérence globale du comportement. Si on veut appliquer cette vision-là à notre sujet ce soir, moi je vois en fait trois catégories d'acteurs. On pourrait faire cette typologie. On a des gens qui sont philanthropes dans leur attitude et qui ne font pas de dons. On peut penser à qui on veut en termes de grandes figures qui ont fait du bien à l'humanité, mais qui n'ont jamais sorti un carnet de chèques pour faire un don. On a des gens qui sont dans une attitude philanthropique, au sens philosophique du terme, une attitude bienveillante, altruiste, honnête, intègre, etc., et qui sont aussi de grands donateurs. Et je dirais que c'est un cas particulier du secteur, et on peut penser à beaucoup, notamment de fondations familiales, mais pas seulement, mais c'est un des éléments. Et puis, il y a une troisième catégorie de gens qui sont effectivement des grands donateurs, c'est une réalité objective parce qu'ils font de gros dons, mais qui ne sont pas toujours forcément dans une attitude philanthropique, au sens où on pourrait avoir une compréhension globale de leur attitude et des autres leviers d'action sur lesquels ils pourraient agir en tant que grands dirigeants et qu'ils ne font pas. Et donc, si on dissocie l'appellation de philanthrope, qui est pour moi assez subjective finalement, et sujette à diverses interprétations, dans lesquelles on peut être dans la confusion à cause de la polysémie du terme. Si on appelle un chat en disant il y a des gens qui sont des grands donateurs, il y a des gens qui sont des mécènes parce qu'ils font des dons, et que la philanthropie, on ne l'appelle pas la philanthropie, mais on l'appelle la générosité privée, peut-être qu'on y verra un peu plus clair, parce que finalement ce terme est à la mode aujourd'hui, il a permis de populariser la cause, mais du coup on se retrouve piégé par ces multiples significations et par son emploi un peu à tout bout de champ sans jamais trop savoir de quoi on parle. Voilà. Je voulais m'arrêter là, mais je pense qu'on doit faire aussi cette distinction soigneuse derrière de terminologie pour clarifier notre discussion. Axel, et après on passera aux questions. Oui. Parce que plusieurs choses. La première, alors je suis d'accord, ce n'est pas le sujet, mais je veux quand même en dire un mot parce que sur ce que vous avez dit, une fondation d'affectation irrévocable, effectivement, de moyens financiers, vous avez tout à fait raison, c'est la loi de 87 d'origine, mais qui aujourd'hui, à travers la création des fonds de dotation, des fondations d'entreprise et aujourd'hui pour le VIVU, des fondations abritées, on n'est plus sur des affectations a priori, mais bien des dons réguliers. D'accord ? Donc, en fait, la nature même de la fondation, en fait, a changé au fil des années. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas acceptée dans l'ESS, elle est tout à fait reconnue et partie intégrante des familles de l'ESS. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que le secteur bouge beaucoup parce qu'il y a ce sujet du côté des fondations qui finalement est un véhicule et un statut qui est en train de beaucoup bouger ces derniers temps. On a exactement la même chose avec le secteur associatif et aujourd'hui un certain nombre de personnes qui veulent s'engager, qui ne créent plus une association,
mais une entreprise de l'économie sociale et solidaire, parce qu'ils considèrent là aussi que c'est un outil qui est plus adapté à leur projet, qui est parfaitement d'intérêt général. Ça veut dire en fait très simplement qu'aujourd'hui, il y a pour moi une évolution de l'engagement privé au service d'intérêt général et que probablement nos outils et nos formes juridiques doivent être retravaillées. Voilà. Je pense que je m'arrête là sur ce sujet-là, mais je pense que ce n'est pas spécifique aux fondations, c'est l'ensemble de l'engagement privé au service des autres. Ensuite, sur le don la question de la valorisation de la philanthropie, vous parlez de dons d'argent et de dons de temps. Il y a quelque chose qui est intéressant et qui n'est pas qu'anecdotique, c'est que le secteur a subi, s'il n'y a pas d'autre mot, une nouvelle réforme comptable l'année dernière dans l'ANC qui rend désormais obligatoire la valorisation du bénévolat. Ce qui est hyper intéressant aussi de l'engagement privé au service des autres pour les associations et les fondations. Et je sais que France Générosité a fait toute une étude justement, puisqu'on commence enfin à avoir des données sur le montant du bénévolat dans notre pays. Et on va être au-dessus du milliard, c'est-à-dire qu'on va s'apercevoir enfin que ces 22 millions de bénévoles qui sont engagés pour les autres, c'est une vraie richesse pour notre pays. Et je crois que c'est une dimension qui est aussi très importante parce que oui, les fondations, c'est de l'argent, mais pas que. Toutes les fondations, elles sont bénévoles dans leurs réunions, elles vont voir les projets, elles passent du temps, de l'énergie, elles donnent leurs compétences. Elles accompagnent aussi, elles font du mentorat aussi parfois d'acteurs de terrain. Donc, une fondation, surtout, ne la réduisons pas à une question d'argent parce que c'est tout sauf simple. Voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Alors enfin, la notion de philanthropie, moi, je le dis souvent, moi, la philanthropie, je reste à la définition étymologique du terme, c'est-à-dire que je n'ai pas jamais rencontré quelqu'un qui avait une intention philanthropique réelle, qui n'aimait pas les autres. En fait, il n'y a pas, dans ces cas-là, il n'y a pas d'intention philanthropique. En fait, ça ne marche pas. Voilà. Donc moi, je reste vraiment à la définition d'origine. Ensuite, ranger les gens dans des cases, voilà, c'est quelque chose que découper les gens en tranches, c'est pas quelque chose que j'aime. Voilà, je pense que c'est pas ce que je préconise, hein, mais et je trouve que la nature humaine et en tout cas les leviers de motivation des gens qui s'engagent sont toujours très complexes et voilà, donc je suis pas sûre qu'on y arrive. Non. Merci beaucoup, Charles. Est-ce que vous voulez réagir à l'une en un mot, il y a tout ça qui est très intéressant. Non, moi, je suis complètement d'accord avec cette taxinomie, parce qu'au fond, elle permet de voir, voilà, effectivement, on peut être juste un grand donateur parce qu'on n'a pas la possibilité de s'engager autrement et on considère que c'est sa manière de s'engager. On peut être effectivement un philanthrope admirable au-delà de ses dons, et ça, c'est vrai qu'en revanche, animant énormément de conférences, j'ai quand même vu beaucoup de gens. Ça, c'est une question. Si vous voulez, c'est une question de morale privée. Donc moi, je reste sur le public, mais c'est vrai que la morale privée, quand je vois un type monter sur scène, dire qu'il faut de la générosité, alors qu'il a mal parlé à la personne qui le maquillait juste avant ou son chauffeur. Enfin, il y a une forme d'injonction contradictoire qui est assez folle. Donc je comprends effectivement. Enfin, ce grand patron avait raison de dire si on l'est, on doit l'être totalement. Non, moi je suis plus d'accord sur la dernière partie. Alors tu dis payer ses impôts en plus, mais je dirais sur tout le reste. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas être philanthrope. Alors je crois que la maison a longtemps abrité, je ne sais pas si c'est encore le cas, la Fondation Ronald McDonald, mais on ne peut pas être Ronald McDonald, on ne peut pas être McDonald's ou Starbucks et faire de la philanthropie, c'est pas possible. Pas quand on fait de l'évasion fiscale à aussi grande ampleur, dénoncée à de multiples entreprises. Pas quand on fait des actions contre ces syndicats, pas quand on sous-paye ses sous-traitants, etc., etc. C'est pas possible. Vraiment, la vertu, elle n'est pas. On ne peut pas mettre les gens dans des cases, mais on ne peut pas mettre la générosité dans une case. On ne peut pas. Je me souviens, Annie Bourrel, le patron d'Accenture, disait le problème de la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est qu'elle donne quitus au reste de l'entreprise pour ne pas être responsable. Ah, oui, c'est un petit peu le problème. Si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Ça a pu exister, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Ça existe tout à fait. Danone s'est engagé depuis une entreprise à mission, ils ont fait des trémolos dans la voie, etc. Et hier, pour la première fois, ils sont montés dans le top 10 des plus gros pollueurs plastiques au monde. Ils n'y étaient pas avant. C'est-à-dire qu'au moment où ils se sont engagés en disant on fait de la RSE notre levier principal, ils n'ont jamais autant pollué.
C'est un problème. Alors, je ne connais pas le cas de Danone. Je pense, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il est difficile pour une entreprise d'énoncer des principes et sciemment de faire complètement le contraire. Ou alors, ils le paieront très cher. Mais ce que je veux dire, le risque après que réputationnel est très fort. Danone pollue encore sûrement, maintenant, est-ce qu'ils polluent plus sciemment alors qu'ils ont pris leurs engagements? Ça me paraît pas, mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus tenable. Non, mais moi, je suis d'accord avec vous là-dessus. Je trouve juste que c'est un peu long, mais mais je suis d'accord avec vous dans le sens où le niveau d'exigence monte. Les boycotts citoyens, on l'avait vu quand le patron d'Uber, Travis Kalanick, avait soutenu Donald Trump publiquement. Le hashtag Delete Uber était devenu viral. Ils ont perdu à ce moment-là et on ne sait pas encore quand parce que justement leurs comptes ne sont pas publics, mais on sait qu'à un moment ils vont être en faillite. Donc ça c'est vrai, mais pour l'instant vous voyez qu'une boîte comme Coca s'engage, etc. Et continue avec le premier pollueur plastique mondial. C'est l'article de l'ONG Breakthrough from Plastic qui est sorti hier. Et si vous voulez, c'est toujours ce truc, ce double discours. Il y a un bouquin de Chamaillou qui s'appelle La société ingouvernable qui montre bien que jadis, Coca-Cola ne faisait que des bouteilles en verre. Et quand ils sont passés au plastique, ils ont financé des gigantesques campagnes d'information dans les parcs et forêts pour dire pensez bien à jeter vos bouteilles en plastique. C'est-à-dire, en fait, l'industriel se défausse de sa responsabilité de polluer et met tout sur le dos du consommateur. Donc, bon, c'est un peu compliqué, quoi. Je propose de donner la parole à la salle virtuelle. Alors, je vais prendre les questions dans l'ordre inverse à leur ordre d'apparition sur mon instrument très polluant. Voilà. Isabelle Bouzou part du constat que vous dénoncez les excès d'un certain nombre d'acteurs philanthropiques qui utilisent la philanthropie au service d'intérêts particuliers. Et elle dit, la grande majorité des philanthropes, ce qu'elle exprime, agissent de manière discrète, dans le sens de l'intérêt général. Doivent-elles faire plus de bruit pour... alors non, mais je pense que c'est une question extrêmement sérieuse. Pour casser, on va dire, la visibilité des très grandes fondations et des très grands dons, et rééquilibrer l'image que vous avez, pas vous, hein, mais qui apparaît dans l'espace public. Je pense qu'après, c'est plus une question pour Axel, mais non, mais vous avez raison, c'est un paradoxe apparent, mais en réalité, c'est vrai que dans certains milieux, qu'ils soient éducatifs, artistiques, culturels, je pense à la musique, j'ai pu voir effectivement des petites fondations faire des choses assez belles, enfin vraiment très très belles, et c'est peu su. Et après, j'imagine que c'est la volonté des porteurs de projets de vouloir rester dans l'ombre. On est quand même le seul pays où, à l'Institut de France, s'est remis pendant des années la boucle Louis D. Louis D étant décédé sans avoir jamais dévoilé son identité. Et quand le fonds Carasso s'est créé avec, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 450 millions d'euros, enfin, c'est absolument colossal. Là aussi, il y avait une absolue impossibilité de venir le faire parler, alors que les pratiques ont l'air plutôt vertueuses. Donc, si à la base des capitaux viennent de Danone, mais il y a pire. Mais je pense évidemment que les vertueux devraient parler davantage. Ça simplifierait les choses. Puis ça, encore une fois, ça empêcherait que j'écrive. Non, mais ça ne faut pas vous empêcher d'écrire. Vous pourriez écrire un propos modulé. Oui, mais alors après, c'est pas le principe de la collection, parce que Charles m'a dit ça au début. Le principe de cette collection, c'est de dénoncer des faits de société dans un angle. Et puis c'était moins tranché, on aurait moins envie de vous entendre. Non, mais c'est exclusivement à Charles. Non, mais la question d'Isabelle sur ce paradoxe apparent, moi je pense très sincèrement que les gens qui sont persuadés que ce qu'ils font est juste et que pour reprendre la taxonomie célienne, ils sont propres chez eux et propres à l'extérieur, bah, évidemment ils devraient le dire. Évidemment ils devraient le dire. Mais ils n'en ont pas besoin. Bah ouais, mais vous comprenez que du coup ça jette une suspicion sur les autres. Non, pas par construction, parce qu'on le crée ce truc-là. Enfin, vous le créez, je ne vais pas être accusé. Non, mais je veux dire, on pourrait aussi porter un regard plus objectif sur la philanthropie, comme on peut porter un regard sur le monde de l'entreprise avec ses bons et ses mauvais côtés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas obligé d'avoir
un discours totalement radical et tranché. Voilà. C'est la même question. Moi, je pense que il y aurait une meilleure acceptation des questions d'entreprise si, par exemple, si le MEDEF s'horrifiait en lisant les LuxLeaks. Et ils ne le font pas. C'est toujours cette question de faire le ménage. Parce qu'après, à un moment, vous avez dit un truc très intéressant. Vous avez dit, beaucoup, je vous rassure, mais sur la loi sur les séparatismes, vous dites que vous n'avez pas été consulté. Moi, je trouve ça dingue. Parce que, quelque part, s'il y a bien des gens qui savent ce qui peut se faire dans des écoles qui sont un peu plus loin des radars, parce que vous avez des relèves, parce que vous avez des antennes. Et quelque part, mais est-ce que vous ne plaiseriez pas plus? Est-ce que vous ne seriez pas pris plus en considération par les pouvoirs publics si vous mettiez plus dans la lumière ce que vous faisiez? Et du coup, là, ils vous considèrent un peu comme un tiroir-caisse. Non. Alors, non. Enfin, en tout cas, ce n'est pas la perception que j'ai. Je crois qu'il y a une profonde méconnaissance. Alors ça, c'est un reproche que je fais, moi, collectivement au secteur. Il y a une profonde méconnaissance des pouvoirs publics sur ce que font les associations. Alors, les associations sont connues généralement par les parlementaires, par les députés et les sénateurs, parce qu'elles les voient dans leur territoire. En revanche, ailleurs ou en dehors, on va dire, de ces endroits-là, les pouvoirs publics connaissent très très mal le secteur des associations et fondations. Et vous ajoutez à ça, chez certains, une méfiance, ce que vous disiez Charles, sur le fait que des acteurs privés qui s'occupent d'intérêt général, ce qui peut parfois aussi arriver. Donc le reproche qu'on peut faire au secteur, c'est plus que de faire de la com ou de l'image ou de la pub qui ne nous plaît pas beaucoup. En revanche, faire un travail pour mieux faire connaître, mieux faire comprendre, mais qui passe aussi par des travaux de recherche. On a très peu de statistiques, on a très peu de... Enfin, c'est ce à quoi on essaie de s'appeler aussi à travers ce cycle, c'est mieux faire connaître et comprendre notre secteur et ce qu'il produit. Ça, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il faut que le secteur travaille. Alors, deux autres questions de Florian Covelli. Alors la première, j'espère que je les transcris bien. La première, c'est de dire en fait les associations sont en fait confrontées à une manière d'exprimer les rôles que pourrait jouer la philanthropie aujourd'hui dans nos sociétés à différents niveaux. Le premier, celui des associations. Ils soulignent que voilà, dans leur rapport avec l'État, vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure, les associations sont confrontées à une espèce d'inflation des appels à projets, de raccourcissement du temps des financements. Et du coup, la question, c'est face à un soutien plus fragile, moins pérenne, plus coûteux aussi en termes d'ingénierie, un sujet que Rémi Guilhem, qui co-anime ces rencontres, connaît très bien. Est-ce que vous voyez pas la philanthropie comme un lieu vers lequel se tourner finalement pour retrouver de l'air, de la capacité d'initiative? Voilà, donc en fait, c'est une manière de mettre en balance les intérêts et les qualités et défauts de la philanthropie d'un côté ou du financement privé et ceux qu'on va trouver du côté des pouvoirs publics de l'autre. Parce qu'on peut souhaiter que les pouvoirs publics prennent en charge un certain nombre de missions, de fonctions, plutôt que le secteur privé. La question du comment est transversale aux deux secteurs. Donc la question, c'est est-ce que dans le mauvais comment de l'appel à projet permanent des pouvoirs publics, la philanthropie n'est pas une réponse pour certaines associations. Et la deuxième remarque, qui va un peu dans le même sens, mais à un autre niveau, et là qui fait référence, je crois en tout cas, mais vous me corrigerez si je me trompe, Florian, c'est de dire que dans une société où le risque de représenté par l'extrême droite et la puissance de l'extrême droite est chaque jour plus concret. Pardon ? C'est une litote, oui. Chaque jour plus concret. Et est-ce que finalement la pluralisation de l'organisation de la société, la pluralisation de l'intérêt général, la sortie du tout État ne peut pas constituer quelque part, je ne sais pas si l'idée c'est d'un rempart, mais en tout cas une manière de conjurer le risque que ferait représenter l'arrivée de l'extrême droite dans un pays où à la différence, et ça c'est quand même une très grande différence avec les États-Unis, la concentration des pouvoirs entre les mains de l'exécutif est beaucoup plus grande, quoi qu'on en pense, en France qu'aux États-Unis. Deux grandes questions. Je veux bien répondre à la deuxième parce que c'est très simple et la réponse est oui, 1000 fois oui. Là-dessus, vous avez évidemment raison. On l'a bien vu avec l'élection de Trump. Trump avait beaucoup moins de pouvoir que n'en a un autre président de la République et les contre-pouvoirs ont été infiniment plus forts.
Et quand il y a eu des mouvements de contestation de la présidence très très forts, je pense évidemment au mouvement des droits civiques et au mouvement Black Lives Matter, les démocrates ont pu financer Black Lives Matter très fortement, ils ont pu financer les Women's March pour éviter qu'on ait des reculades catastrophiques sur le droit à l'avortement, à la contraception. Donc oui, disons que c'est l'effet vertueux, évidemment, et nous, malheureusement, si celui qui n'est pas encore candidat devait arriver à l'Élysée, c'est vrai qu'il n'y aurait pas beaucoup de tiers secteurs en face et il aurait un boulevard pour faire une espèce de programme complètement fou qui ne tient pas debout juridiquement, donc, si vous voulez, mais moi je trouve ça fou qu'on doive en être là, mais moi je peux qu'abonder. Hein, non, c'est vrai, ça représente des contre-pouvoirs, mais par essence, ils sont pas... là, encore une fois, on revient sur des questions de morale. Est-ce que ces contre-pouvoirs, ils sont bons, ils sont pas bons? C'est-à-dire que le tiers secteur, c'est aussi bien qu'ils soient un peu encadrés. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas si j'ai envie que la Fondation Jérôme Lejeune ait plus d'argent pour défiler dans la rue ou défiler devant l'hôpital Tenon vous voyez. Donc ça, je ne sais pas. Sur la première question, je la trouve très intéressante. J'admets... Alors, si je la précise, parce que j'ai été corrigé en direct, c'est de dire aussi que peut-être il y a une difficulté dans les pouvoirs publics à soutenir l'innovation et que du coup, il y aurait une espèce de rôle de contre-pouvoir aussi là-dessus. Je précise. C'est pas contre-pouvoir. C'est ce que dit la question. C'est la manière dont on a transmis la question. Oui, sur l'innovation, je suis d'accord. Oui, mais c'est ce que disait Axel tout à l'heure en disant l'État ne saurait pas faire article 1, mais l'État ne saurait pas faire des tonnes de trucs. Et d'ailleurs, c'est une des rares initiatives que j'ai trouvé intéressante du secrétariat d'État de Gabriel Attal avant qu'il devienne porte-parole. C'est quand il avait monté cette espèce de grande plateforme Je veux aider avec un ancien de Pro Bono Lab, Johan Cassivivier, qui essayait effectivement de faire en sorte que la puissance publique puisse être relais, accompagnatrice et sémeuse de mouvements de la société civile. Par rapport à votre question, Florian, alors effectivement, est-ce que la philanthropie peut redonner du souffle? De ce que j'ai vu, les réponses sont extrêmement contrastées parce qu'il y a des philanthropes et des mécènes qui demandent au fond assez peu de comptes, mais j'ai aussi eu beaucoup d'amis porteurs de projets associatifs qui se disaient asphyxiés par des relances permanentes de process, souvent d'entreprises de conseil qui vous envoient des grilles en disant combien de temps on vous a accompagné, pourquoi, etc., et qui décidaient finalement de ne plus être accompagnés parce que c'était beaucoup trop lourd. Là où, en revanche, c'est vraiment un des grands mérites de la philanthropie individuelle. On y croit, on n'y croit pas, mais il n'y a pas longtemps, il y a eu un Les Pieds sur Terre sur France Culture je crois que c'est une héritière de la Baume, c'est ça, qui a fait cette maison intergénérationnelle, Anne de la Baume, qui a fait cette maison intergénérationnelle absolument géniale à Lille. Et ça, je pense que ça n'aurait pas pu se faire avec l'État. Mais justement, ce qu'elle dit bien, c'est qu'une fois qu'elle a fondé le projet, il y avait assez peu de contreparties qui étaient attendues. Donc, la réponse à votre question, elle est à géométrie variable. Ça dépend si les mécènes sont d'accord pour eux-mêmes faire beaucoup confiance. Enfin, là, je parle sur votre contrôle ou celui de Charles, mais je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde. En fait, là-dessus, le secteur est en train de bouger. C'est-à-dire que il y a eu tout un mouvement, d'abord, j'allais dire, souci de redevabilité, de recherche d'efficacité, qui est passé, en fait, beaucoup dans les fondations par des demandes de dossiers très compliqués, très lourds et ainsi de suite, parce qu'il fallait aussi faire la démonstration que l'argent qui était investi dans l'intérêt général produisait quelque chose, tant pour les demandes des mécènes, mais aussi des pouvoirs publics qui disaient, mais en gros, au milieu, on a émis un avoir fiscal, donc comment tout ça? Et il y a beaucoup d'interrogations, parce que malgré tout, on essaye d'améliorer nos pratiques et d'interroger nos pratiques dans le secteur pour nous améliorer, justement pour pas revenir en arrière, mais travailler avec les acteurs de terrain pour réfléchir à la manière de finalement à la fois capitaliser, pouvoir raconter aussi quand la Cour des comptes vient, puisqu'elle est venue à un bon moment à la Fondation de France ces derniers temps, il faut aussi qu'on sache raconter ce qu'on a fait avec l'argent qui a été mis en œuvre dans la mission sociale. Donc, on est vraiment en train de réfléchir, nous, mais on est nombreux dans le secteur à nous interroger sur finalement, d'une part, passer d'appel à projet très structuré avec 25 pages des dossiers dont vous parliez tout à l'heure à finalement, je vais accompagner l'association, je lui fais confiance, ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler, mais finalement, je vais interagir avec elle différemment pour savoir ce qui est produit finalement pendant cette année sur son projet et alléger aussi
c'est toutes les questions de mesure de l'impact avec des vraies limites. Il y a eu un mouvement de balancier assez fort pour dire qu'il faut tout quantifier et tout. Moi, je ne suis pas du tout partisane de ça. Voilà. Avec finalement comment mesurer l'impact, comment prendre en compte en fait tout simplement la construction du lien social, parce que ce qu'on fait dans un projet d'intérêt général, avant même toute autre chose, c'est la construction ou la préservation du lien social. Et il y a des gens qui travaillent sur une mesure qualitative, qui font des recherches là-dessus, sur comment je peux mesurer ça, mais voilà, comment finalement mieux raconter et rendre compte sans tomber dans des choses extrêmement lourdes. Ça, c'est un vrai sujet d'interrogation, en tout cas aujourd'hui, pour nous. Vous voulez réagir, Charles? Oui, moi je pense que les philanthropes français gagneraient à se faire mieux connaître. Alors vous l'avez dit, Axel, ils n'ont pas forcément besoin, mais je crois que ni envie, ça c'est sûr, et on sait toujours pourquoi, parce que beaucoup se sentent montrés du doigt dès qu'ils sortent du bois, donc ils préfèrent finalement rester cachés pour finalement éviter la critique. Mais on arrive peut-être à ce point de maturité justement où il y a un espace pour raconter justement une belle histoire qui n'est pas usurpée, au contraire, qui est basée sur une réalité, qui a plein de beaux projets qui se font avec des gens vraiment sincères. Et je pense qu'en complément de l'ouvrage de Vincent, il faudrait un autre ouvrage. Alors, c'est peut-être pas Vincent qui l'écrira, mais il faudrait qu'il y ait d'autres ouvrages qui viennent faire un complément pour dire aussi le bon côté de cette histoire philanthropique française qui est en train de se construire sous nos yeux et qui donne une image très positive de ce qui peut se faire de très beau à une opinion publique qui en a besoin. Et je pense que cette narration doit se faire en bonne intelligence avec nos amis du secteur des médias, qui aussi doivent se faire le porte-parole, pas seulement de ce qui ne va pas, parce que c'est souvent ce qu'on voit dans les médias quand on regarde un petit peu les émissions récentes qui ont été faites, on parle beaucoup de ce qui ne va pas, il faudrait aussi parler aussi de ce qui va bien, et les médias sont un formidable vecteur de pédagogie citoyenne pour montrer aussi ce bon côté, et avoir donc une vision juste de la diversité de ce que peut être la philanthropie. Et ça, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qu'on peut peut-être... dont on pourrait s'inspirer, parce qu'il y a aussi des belles choses aux États-Unis dans le secteur philanthropique, il n'y a pas que des choses qui ne vont pas. Il y a aussi une dynamique de partage citoyen autour de ce sujet, à tous les niveaux de la société. Et d'ailleurs, la recherche l'a très bien montré. Il y a un très bon bouquin d'Olivier Zins sur la philanthropie en Amérique qui explique que c'est essentiellement le fait des classes moyennes, historiquement, et que moi, pour l'avoir vécu sur place, tout le monde donne tout le temps, tout le monde s'engage, donne du temps, de l'argent. On est vraiment dans un état d'esprit où chacun joue pleinement son rôle de citoyen au-delà du vote, mais aussi dans la vie quotidienne par une implication de toutes les manières possibles dans la vie de la cité avec un grand C. Et je pense que cette vitalité démocratique / philanthropique des États-Unis peut, dans une certaine mesure, aussi nous inspirer pour en parler davantage sous un jour positif. Juste pour alimenter la discussion, parce que c'est encore une fois de revenir sur est-ce qu'il est possible d'isoler en fait la place de ce secteur dans une organisation sociale plus large. Parce que ce qui est frappant, alors c'est peut-être un point de désaccord, mais peut-être une nuance, c'est qu'aux États-Unis, mais comme en France d'ailleurs, ce qui est frappant, et de ce point de vue, la critique que vous faites de la philanthropie n'est finalement que la pointe la plus avancée d'une évolution sociale beaucoup plus large. C'est que quand on regarde qui participe à des associations, qui est bénévole, qui participe à la vie politique organisée dans la démocratie représentative, on voit en fait une éviction de large partie de la société et finalement une surreprésentation des préférents. Et c'est ça en fait la critique qui a été adressée à la philanthropie dans le contexte américain, c'est de faire une surreprésentation de la voix des plus riches dans cette société, y compris avec un débouché politique, mais c'est beaucoup plus large, beaucoup plus diffus en réalité dans le monde associatif. Il est aujourd'hui très largement capté, pris en charge par des catégories aisées, diplômées. Et donc, c'est peut-être ça aussi la difficulté plus générale à assurer des formes de représentation à tous les étages des différentes composantes de la société. Axel, vous voulez dire Oui, parce que ça, pour le coup, c'est une question qui est super intéressante et qui rejoint aussi le caractère de manque de démocratie, le caractère démocratique de nos actions.
c'est la question de la légitimité de nos structures. J'ai parlé de la collégialité, mais il y a une autre dimension qui est majeure, c'est quelle légitimité a-t-on pour adresser un sujet de société, donc pour accompagner ou aider des personnes, et qui sommes-nous, entre guillemets, quelle légitimité avons-nous pour les aider et trouver les bonnes solutions ou les bons schémas. Et ça, c'est la vraie question de la légitimité de notre action, sur lequel, en tout cas, nous, alors je pense que globalement, le secteur a des progrès à faire. Nous, on y travaille très sérieusement à la Fondation de France, notamment dans la composition de nos comités. Alors bien sûr, j'allais dire, il y a presque les sujets classiques de diversité, représentation et ainsi de suite, mais ça va au-delà, et on a décidé d'intégrer le plus possible dans la composition des comités experts bénévoles sur les différentes thématiques des personnes concernées. C'est-à-dire qu'on a un ancien détenu dans notre comité prison, et ainsi de suite, et vous pouvez dupliquer à l'infini en fonction des sujets. Alors, on a entamé ce travail à la Fondation de France, on n'est pas au bout, hein. Franchement, je ne donnerai de leçons à personne, parce que voilà, c'est un process. Là-dessus, pour le coup, vous voyez, on répond complètement pour moi à la question de la légitimité. Et je pense que c'est plutôt qu'aller critiquer, vous voyez ce que je veux dire, je pense que notre secteur, il a des progrès à faire et il en fait, mais il faut qu'on s'interroge sur les vrais sujets qui sont notamment la légitimité de notre action, en fait. Et ça, c'est une vraie question. De la même manière, dans notre programme Inventer demain, dans l'accompagnement des acteurs associatifs, c'est un programme où il n'y a pas de thématique, on dit on vous accompagne et on vous demande, entre guillemets, on vous donne de l'argent, vous nous dites ce que vous voulez faire et on va essayer de vous accompagner aussi en temps. On leur a dit, c'est vous qui allez nous proposer la mesure d'évaluation que vous souhaitez. C'est-à-dire, on ne vous fait pas de grille, on ne vous fait rien du tout, et on va travailler ensemble pour essayer de trouver. C'est-à-dire qu'on leur dit, finalement, c'est eux qui vous aident. Voilà. Et ça, c'est un vrai travail à faire pour les fondations, d'arriver à modifier ces pratiques qui étaient très installées, qui est long, et qui, pour le coup, est indispensable si on veut rester légitime dans nos actions. En fait, ça, je crois que c'est vraiment très important. Alors, merci beaucoup. Alors, il y a Francis Charon a souhaité faire des distinguos entre les différentes composantes, parties prenantes de la philanthropie. Je ne sais pas si on peut essayer de lui donner la parole. J'ai vu qu'il avait levé la main. Est-ce que c'est techniquement faisable? Voilà, tu m'entends? Oui, c'est bon, vas-y. Oui, en fait, d'abord, merci pour ce débat qui, effectivement, est tout à fait intéressant. J'ai, comme beaucoup ici, lu le livre dont on parle. J'ai trouvé, d'ailleurs, Vincent le sait, j'ai fait quelques commentaires qui n'étaient pas particulièrement amènes sur son livre, parce que je pense qu'il y a un petit côté Saint-Just où on tire à vue sur des catégories de population. Ce qui me paraît, je comprends bien qu'on puisse s'attaquer aux gens qui font de la fraude fiscale, mais ce n'est pas le rôle de la philanthropie de s'attaquer à la fraude fiscale, c'est à l'État de le faire, et je pense qu'il peut le faire avec beaucoup d'activités, c'est important. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est de partir de la question positive, comme ça a été évoqué, c'est-à-dire le rôle des philanthropes du secteur de la philanthropie. Et pour moi, tout à l'heure, on parlait de taxinomie, et je disais, la philanthropie, c'est un écosystème dans lequel il y a le philanthrope, mais il y a aussi les acteurs, fondations, associations, et enfin, le troisième pilier, c'est les bénévoles. Ces gens-là fonctionnent ensemble dans une vision qui est celle d'essayer de faire du lien social à travers les actions qu'ils mènent. Et je crois que le rôle fondamental aujourd'hui, et tout à l'heure vous parliez de l'extrême droite et de la lutte contre ce qui se passe, ce qu'on voit monter, je crois que notre secteur est un secteur qui est en ligne de front sur cette recomposition du lien social et de redonner de l'espoir. Donc, ça me paraît beaucoup plus intéressant de raconter des histoires comme ça. Et quand on entend que ça serait bien si c'était l'État qui finançait plus encore les associations, il faut quand même savoir que d'abord, l'État, il n'arrive pas à tout faire et il ne voit pas tout. Et d'autre part, comment l'État pourrait financer des projets qui seraient innovants, qui seraient inconnus, qui seraient flexibles,
alors que lui, il a des grilles de lecture, on tirait à vue sur l'appel à projet, mais il a des grilles de lecture qui sont extrêmement rigides. Donc, c'est impossible d'imaginer que ce système doit complètement être transposé de ce côté-là. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire. C'est important de conserver cette dynamique positive de l'engagement, et pour ça que dans les piliers, je parlais des bénévoles, qui sont 20 millions, les associations, vous les connaissez, on ne dit pas les chiffres, mais voilà, c'est un engagement qui est très fort, et au contraire, comme les intervenants l'ont dit, faisons raconter les belles histoires. Alors, évidemment, on ne raconte pas d'histoire de train qui arrive à l'heure, mais c'est moins marrant que ce qu'on entend aujourd'hui. Mais pourtant, c'est ça la vraie vie, et c'est pour ça qu'on se défonce. Donc, mon cher ami Hédin, je trouve que votre livre est un peu excessif dans cette critique. Je ne sais pas si c'est à nous d'attaquer le grand capitalisme, mais déjà, je pense qu'on a pas mal à faire en essayant de faire comprendre le travail qu'on fait. Les questions, en tout cas, sont mieux comprises quand elles sont formulées par ceux qui les posent que par quelqu'un qui essaye laborieusement de les retraduire. Donc, le mot de la fin, Vincent. C'est injuste. Bon, ouais, c'est injuste. Non, mais bon, moi, fils de communiste, ma mère était 18e, spécialiste de Diderot, donc c'est injuste, ça me va très bien. Je le prends vraiment comme un compliment, mais j'entends. Non, plus sérieusement. Plus sérieusement, et à la rigueur, j'aurais bien aimé avoir votre avis sur un philosophe qui me dépasse en conclusion. Sur les bénévoles, vous avez complètement raison, et c'est vrai que moi, pour avoir souvent participé à des assemblées générales d'associations qui s'attaquent à des problèmes plus grands que nous, je pense aux petits frères des pauvres sur la solitude des personnes âgées, ça ne peut pas être l'État, Solidarité nouvelle face au chômage, ça ne peut pas être Pôle emploi, etc. Et je suis souvent frappé, tu évoquais le profil des bénévoles, effectivement, c'est souvent des gens qui vont bien, c'est aussi soit des très jeunes, soit des très âgés, parce qu'on sait très bien qu'entre les deux, dès qu'ils commencent à faire des enfants, etc., c'est très compliqué de trouver du temps de s'impliquer. Et on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est pas très loin de la rupture et que ça pourrait être compliqué. La remarque de Francis, oui, malheureusement, effectivement, est-ce que l'État peut détecter tout ce qui est innovant? Pas en reposant sur soi, ça c'est évident, mais moi j'appelle à une refondation et que l'État s'entoure de la même collégialité et mette des gens autour de la table qui savent ce que c'est que des porteurs de projets. Mais c'est vrai que je me disais, au fond, en conclusion, mais c'est pas, du coup, comme ça, c'est pas moi qui m'arrangerai le mot de la fin, je me suis souvent interrogé sur est-ce que j'étais d'accord avec Peter Sloterdijk ou pas, et j'ai pas la réponse. Je ne sais pas si vous avez lu l'essai qu'il a fait paraître qui s'appelle Repenser l'impôt il y a quelques années chez Marencel, où il explique qu'en fait, il y a un divorce entre les citoyens et l'impôt parce qu'ils ne voient jamais ce qu'ils financent. Et donc, il dit on pourrait maintenir la progressivité totale de l'impôt, évidemment, mais offrir la possibilité à chacun de flécher une petite partie de ses impôts vers des causes qui lui semblent plus justes, voire des associations directement. Donc, c'est dépasser le crédit d'impôt et repenser carrément la manière dont la puissance publique se mène. Bon, mon premier réflexe a été de pousser un cri d'orfraie en me disant, mais en fait, si demain, tout le monde décide qu'il faut financer uniquement des flics et plus tous les hôpitaux, ou l'inverse, parce que dans les deux cas, ça fait pas... Enfin, on me disait, bon, ça peut pas fonctionner. Et après, je me suis dit, non, c'est quand même très antidémocratique. C'est quand même vraiment pas faire confiance au peuple que de se dire que ce genre de réforme ne marcherait pas. Et en fait, ce qui m'avait quand même séduit dans l'idée de Sloterdijk, c'est que ça arriverait quand même un peu à réconcilier les citoyens et le commun. Parce que moi, c'est parce que ça soulage ma mauvaise conscience, mais je connais peu de gens qui sont contents de payer les impôts. Et peut-être au fond que ce serait une meilleure manière de rapprocher la société civile et les citoyens si on faisait ce genre de choses, mais je n'ai pas la réponse. Magnifique conclusion. Merci beaucoup Vincent, merci Axel Daszak, merci Charles Célène, merci à toutes et à tous pour votre participation à ce débat et nous vous souhaitons une bonne soirée et vous disons à très bientôt pour notre prochaine rencontre. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.